Yann Roubert, merci beaucoup d'être ici avec nous. Je suis vraiment honoré, d'être ici à la Ligue. Honnêtement, je pensais pas il y a 1 an et demi quand on a créé ce podcast, me retrouver ici et je trouve ça intéressant. Moi, je fais tout l'écosystème du rugby au sens large. Joueur, kiné, prépa, médecin, mais aussi encore plus large, journaliste, agent et bah, du coup, président de la Ligue, ça vient s'intégrer parfaitement là-dedans. Donc merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition. Eh ben, bienvenue, le plaisir est partagé et comme le fait de ne pas savoir qu'on se trouverait là il y a 1 an et demi, je me doutais pas non plus, donc ravi de cette rencontre. Oui, complètement. L'idée aujourd'hui, c'est de revenir un peu sur, ton parcours, même avant d'être président du Loup, je pense que c'est là que les gens ont commencé à te connaître. Je pense qu'il y a des choses que les gens ne savent pas, que tu es passionné d'alpinisme, que tu as fait un tour du monde, des choses un peu Longtemps. hors catégorie. J'ai envie de revenir sur le fait que cette transformation du Loup, qui est quand même exceptionnelle, où un petit club, petit club qui avait une histoire, hein, mais qui végétait un petit peu en Ligue 2 à Vénissieux, à ce stade de Gerland, top 14, une équipe qui est de façon pérenne. Comment on construit un club pour le plus haut niveau? J'aimerais qu'on revienne sur la ligue, ici où on est. Comment tu en es devenu le président? Quelles sont les missions exactes? Parce que je suis pas sûr que tout le monde comprenne exactement à quoi ça sert. Et qu'on revienne un peu sur des sujets annexes autour de la santé mentale des joueurs, des valeurs du rugby dont tout le monde parle. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qui concrètement euh, doit être mis en place? Est-ce que ça te va? On parle de tout, On parle de tout, exactement. avec plaisir. Avant ça, là, on a fait les 9 premières journées du top 14. Comment tu la trouves cette cuvée, 2025-26 top 14? On espère, on sort d'un grand cru exceptionnel en 2024 Mmh. avec des records d'audience, des records d'affluence, une finale assez époustouflante, en top 14 bien sûr, mais en Pro D2 aussi avec l'aventure de Ouais. Montauban et évidemment en top 14 avec les prolongations et puis le sacre du stade toulousain dans les conditions qu'on sait, dans un stade de France archi plein. Donc on sort de très bons moments et on espère évidemment faire aussi bien cette année, voire mieux, parce que les records sont faits pour être battus. C'est déjà fait en l'occurrence sur ces 9 premières journées pour les audiences Comparant à l'année dernière? en comparant sur la saison régulière de l'année dernière. Génial. Donc tant mieux, ça veut dire que ça sent encore le grand cru et pourvu que C'est ça vrai. dure. Voilà, il y a une compétition qui va être exacerbée. Il y a à l'heure actuelle 12 clubs qui se tiennent en très peu de points. Je crois 6 points ou 7 points. Ça, Toulouse doit être à 25 actuellement. La J9, quand ça sortira, ça sera déjà la J11. Notre épisode, ça sera début décembre. Mais ouais, c'est en 5 points, c'est quand même extraordinaire l'homogénéité de ce championnat. Exactement, donc ouais, il y a sans doute, enfin, on se dirige sans doute vers un cru où à 1 mois de l'issue de la saison, il y aura sans doute encore 10 ou 12 équipes qui pourront être championnes et ça, c'est évidemment ce qui fait la magie du top 14 et de ce championnat. On reviendra là-dessus justement parce que je pense qu'il y a des enjeux derrière autour du salary cap que les gens ont peut-être un petit peu du mal à saisir toutes les finesses et pourquoi on fait ça exactement, pourquoi on restreint les équipes. C'est peut-être aussi pour qu'il y ait cette homogénéité là, tu reviendras. Bien sûr que la compétitivité de notre championnat, c'est un facteur d'attractivité absolument essentiel et bien sûr que le salary cap est un des éléments qui y contribue. C'est pas seulement pour mettre des contraintes, c'est évidemment parce qu'il y a une utilité derrière. Complètement. Au niveau de ton parcours, on va revenir à ça. Hem, Déjà, est-ce que tu peux te présenter, de manière globale? Les gens ont compris que c'était Yann Robert, président de la LNR, mais est-ce que tu peux te présenter au-delà de ce poste? Ouais, avant ça, alors je suis né d'un père haut-savoyard et d'une mère lyonnaise, mais j'ai grandi et joué au foot, c'était pas facile pour les Lyonnais, à Saint-Étienne avant d'arriver à Lyon. Aïe, C'est aïe, pour aïe, aïe. ça que dans mes années lyonnaises, j'ai parlé exclusivement de rugby là-dessus, voilà. Passionné effectivement de montagne et de voile, j'en ai fait pas mal quand j'étais plus jeune, il y a maintenant assez longtemps, mais la Quand on parle de passion reste. montagne, on parle d'alpinisme. Ouais, exactement. Voilà, Donc c'était c'est avec les cordées, avec les sacs, avec les piolets, et cetera, quoi, c'est exactement, voilà. OK. Et j'ai pris un an, tu l'évoquais peut-être, pour aller grimper, enfin essayer de faire une expédition autour du monde en essayant d'être aux bons endroits, au bon moment pour pouvoir grimper. Voilà, et puis avant ça, j'en avais fait pas mal. Je suis le 5e enfant d'une fratrie de 5. OK. Donc mes parents étaient un peu plus âgés. Mon père faisait beaucoup de montagne, mais m'envoyait beaucoup au club alpin pour grimper dans les écrins. Lui se gardait le massif du Mont Blanc. Donc effectivement, j'ai passé pas mal de temps sur des glaciers ou sur des parois quand j'étais jeune. Et puis ça faisait partie de mon contrat de mariage d'arrêter de grimper en rentrant de cette expé dont on reparlera peut-être. Ah Voilà. bien sûr. Aujourd'hui, j'ai 48 ans depuis peu. Voilà, et j'ai 2 enfants, une fille de 18 ans qui vient d'avoir le bac et avec qui on habite quand je suis parisien. Donc en gros, 3 jours par semaine, on Ouais. habite ensemble à Paris. Et un fils qui, lui, a 15 ans, qui est en première à Lyon. Donc notre
QG. Ma femme a une petite boîte qui fait des fontaines. Elle veut tuer la bouteille en plastique. OK, C'est pas grave que vous en verrez génial. pas à la ligue et qu'on boit dans des verres d'eau Comment ça courantes. s'appelle? Ça s'appelle TWID. C'est l'anagramme de The Way You Drink, OK, pour dire essayer de boire responsable, sans bouteille en plastique. Donc elle fait génial. des fontaines. Et du coup, cette boîte, son siège est à Lyon. Ils sont une dizaine, donc c'est important qu'elle y soit. Et du coup, on reste, le QG reste à Lyon, au moins jusqu'au bac de mon fils, en espérant qu'il l'ait un jour. Voilà, et on verra ce qu'il advient de la boîte de ma femme. La fille à Voilà, Paris, le fils à Lyon, ça va. exactement. Donc ça me va pas mal d'avoir un pied à Paris, un à Lyon, parce que j'ai un enfant de chaque côté. C'est génial. Hem, donc une enfance pas mal dans les montagnes quand même, à Saint-Étienne aussi. Après le lycée justement, tu fais l'EDEC, je crois, à Nice. Ouais, c'est ça. C'est l'EDEC, c'est pour ceux qui n'ont pas le contexte, c'est une école de commerce assez réputée. Je Exactement, croyais c'est qu'il y en avait l'école de je quoi? croyais d'ailleurs qu'il n'y en avait qu'une à Lille. Alors, Moi je le siège historique est à Lille, Ouais, et effectivement, et il y a un deuxième campus qui avait ouvert à Nice. En l'occurrence, moi, je parlais plus de Nice que de l'EDEC, parce que quand on aime la mer et la montagne, Nice est la plus belle ville du monde. c'est vrai. Voilà, en plus, il y fait beau, donc c'est Mmh. évidemment, oui, donc j'ai fait effectivement une école de commerce, mais j'ai aussi fait beaucoup de bateaux et de montagne à cette époque, parce que on a la mer sur place. Ouais, Mon club à l'époque, c'était le Yacht Club de Monaco, OK. qui du coup est très facile depuis Nice. Et puis il y a aussi le Mercantour et les Alpes-Maritimes, qui sont un terrain de jeu assez exceptionnel quand on aime la montagne. C'est clair. Mmh. Ces études à Nice et je crois que c'est après que tu vas à Bouygues Télécom? Ouais, On commence là-dessus? effectivement, en fin d'études, enfin Je après les Ouais, c'est ça. 3 ans à l'EDEC. J'en parle tout de suite parce que je crois que là, tu es au sponsoring Bouygues Télécom de Voile et Montagne, c'est ça? Ce Exactement, qui est ouais. marrant parce que c'était 2 passions et tu trouves Il y a un lien, un ouais, job direct, ouais. effectivement, j'allais sans doute finir moniteur de voile à Monaco, parce que j'aimais bien la mer et la montagne. Ouais. J'étais ni Kylian Jornet, ni Franck Camas, donc j'allais sans doute finir moniteur de voile à Monaco. Et à cette époque-là, alors que tout le monde partait en stage, beaucoup en conseil, en audit, Mmh. en banque, enfin, sur des métiers un peu plus sérieux. Ouais. À cette époque-là, Bouygues Télécom recherchait 2 anciens sportifs qui connaissent bien le milieu de la mer et de la montagne, parce que Bouygues était le dernier arrivé sur la téléphonie mobile D'accord. et avait l'image de bien capter Oui. dans les grandes villes, à Paris, à Lyon, à Marseille, mais moins sur les lieux de vacances. OK. T'es trop jeune pour avoir connu ça, mais c'était le début de la Si, téléphonie si, si. mobile. En 94, j'ai connu, Voilà, donc ouais, oui, après il y a encore eu Free, exactement. TVL, Là, mais ouais, Bouygues Télécom c'était était bien avant ça, où oui, il y c'est ça. avait pas encore Free, il y avait Et 2 SFR et acteurs, Orange. SFR et Orange. Orange qui s'appelait encore Itinéris, pour ceux Je qui suis en ont train de connu lire la ça. biographie de Xavier Niel, donc je D'accord. suis un peu Et dedans. voilà, donc il te racontera ça mieux que moi. Mais du coup, Bouygues voulait se faire connaître sur les lieux de vacances, et à savoir, du coup, les lieux de vacances, Oui. la mer et la montagne. Et du coup, mon premier job, ça a été d'aller monter des partenariats dans les stations de ski et dans les clubs de voile, pour faire savoir que oui, il y avait aussi du Bouygues Télécom sur ces lieux-là, même Incroyable. quand les gens étaient en vacances. Ce qui est évidemment le plus beau job du monde, parce que ça ressemblait à ma vie étudiante, sauf qu'au lieu de dormir à la Belle Étoile ou dans ma voiture, j'étais invité dans les hôtels Génial. pour monter ces partenariats avec des stations de ski ou OK. avec des clubs de voile. Est-ce que ça, c'est quelque chose, qui te reste, là maintenant, 20-30 ans plus tard? 20, je pense. Ouais, Hem, largement. sur 25. sur le côté déjà, mélanger passion, partenariat, les marques, on y reviendra après dans le modèle économique de la ligue ou même du loup, mais il faut aller chercher en fait, ces marques-là, il faut aller chercher du partenariat, c'est aussi le modèle économique. Ouais, oui, donc j'étais du côté, on va dire, sponsor, Ouais. qui est le plus confortable, parce qu'on a Mmh. à choisir les investissements et le budget, donc évidemment qu'il y a un côté très confortable. Mais il y a aussi un côté, de savoir où aller, et effectivement, ça permet de se faire une culture. Je venais du monde du sport, mais donc là, de ne plus être en tant que pratiquant, mais d'être de l'autre côté en tant que partenaire, que dans le marketing du sport. Donc bien sûr qu'on est le fruit d'un parcours et d'une expérience, et bien sûr que ça a contribué à ma formation et à Même à l'expérience que j'ai pu Ouais, même acquérir. dans la suite, Et pour le coup, dans un milieu qui était très sportif, oui. parce que l'autre chef de projet avec qui on est arrivé ensemble était lui aussi sportif de haut niveau, venait de la voile, donc on a ça. Et notre patron à l'époque qui nous avait retenu avait fait 2 fois la Whitbread, pareil, tu dois être trop jeune pour connaître, mais qui était une Ah, course OK. à la voile en équipage, à une époque où, où ça se faisait pas seulement sur des critères sportifs, mais il devait jouer de la guitare ou bien Ouais. parler anglais, il avait embarqué parce qu'il fallait contribuer à l'ambiance aussi. Et du coup, Ouais. c'était une boîte sérieuse avec un groupe, oui, qui était sérieux, mais avec un esprit un peu nouvelle boîte, grosse start-up. Enfin, start-up, c'est exagéré, mais en Les tout cas, nouveaux sur le marché, quoi. voilà, exactement.
différent, un peu, challenger et quand même avec des sportifs autour de moi. Donc c'était un bon mélange, on va dire, entre, le sport que je quittais et Oui. le monde de l'entreprise, où on doit essayer de mettre un peu de rigueur et de professionnalisme là-dedans. À la suite de ça, ces 3 années à Bouygues, je crois que c'est à ce moment-là que vous partez, dans ce fabuleux projet-là autour du monde, avec 5 copains? Ouais, c'est ça. On était 5, donc avec 4 copains et effectivement, j'avais sans doute pas fait tout à fait le deuil du côté pratiquant, au sport. Donc là, on est parti 1 an, une belle année, en essayant d'être aux bons endroits, au bon moment pour pouvoir grimper. Donc au Népal après la mousson, en Nouvelle-Zélande pendant l'été de là-bas, en Patagonie avant qu'il fasse trop froid, en Les gens sont répondre, mmh. c'est incroyable, vous avez fait 45 sommets, On a gravis. fait ouais, je sais pas, mais oui, on a dû en faire 45, ça me paraît beaucoup, mais peut-être. Je crois que c'était marqué, D'accord, au général, ouais, je crois trentaine au-delà de une 3000, une trentaine, quinzaine ouais, une trentaine au-delà de 5 000, une oui, quinzaine au-delà de 6 000, oui. voilà. Donc ouais, c'était une très belle année où on avait grimpé et puis entrecoupé de j'aimais aussi la mer aussi, donc entrecoupé d'étapes Vous mer allez de sommet en sommet en en voile finalement. en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande Extraordinaire. aussi où il y a les 2, au Brésil, en Exclu de Polynésie. faire ça entre copains, Exactement et donc ouais, une année extraordinaire à se demander beaucoup aussi, bah, enfin avec un VTT, un baudrier, on peut être le plus heureux des hommes au Pérou, dans la Cordillère Blanche ou au Népal ou conduire des bateaux au Brésil ou en Polynésie. Je me suis souvent demandé, là, c'est pas ma mère qui m'avait rattrapé, comme elle l'avait fait en ouais. sortant d'école en me disant: «Faut faire autre chose que moniteur de voile, essaye de trouver un vrai métier». Là, c'est ma femme avec qui on s'était rencontrés juste avant, et du coup, bah, j'ai pris le parti de rentrer pour mener une vie, on va dire, un peu plus classique. Les 5 sont rentrés ou il y en a qui sont restés un petit peu dans Tout ce le monde est rentré, ouais. Il y en a un qui fait du vin dans le Var maintenant. Il y en a un qui, à l'époque, aurait été capable de mettre le Vietnam et la Bolivie côte à côte sur une carte et qui maintenant, lui, est toujours à l'international. Il vit en Hongrie. Il y en a un à Singapour. OK. Il y en a un qui a épousé une Japonaise et qui tourne entre le Canada et la France. Donc ouais, évidemment, enfin, au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, on a évidemment un lien, La qui vie? est éternel, pour avoir vécu ça. Voilà. Bah oui. Non seulement tous les 5, mais avec plein de gens qu'on a rencontrés Ouais. et beaucoup qui sont venus, nous rejoindre aussi sur une étape. C'était en gros, une succession d'une vingtaine d'étapes de 3 semaines quoi, Ouais. en gros et donc certains ont fait un petit bout et ça a été évidemment des souvenirs, pour la vie, quoi. Une Incroyable. ou 2 frayeurs, mais surtout des très, très gros et des très, très beaux souvenirs. Quand on Moi, avec ma compagne, on a voyagé, on a fait 1 an presque et demi en Nouvelle-Zélande et 4 mois aux Fidji, 5 mois. Bah, là, je suis jaloux parce que moi j'ai fait que 3 semaines en Nouvelle-Zélande et jamais les Fidji. Et ça nous a profondément changé en tant qu'être humain, quoi, en tant que personne, Bien sûr. littéralement, être au contact de ces cultures différentes. Est-ce que c'est quelque chose maintenant sur lequel tu essaies de parce qu'on est un petit peu dans ce voyage-là, en dehors du temps, en dehors de cette course effrénée à on sait pas trop quoi, c'est quelque chose que tu essayes de garder en mémoire ou de te dire: «OK, là, il faut que je calme» ou je Non, ouais, enfin, j'aimerais bien même avoir un autre créneau pour refaire parce qu'on n'a pas fait en 1 an le 10e de ce qu'il y avait à voir dans chacun des pays qu'on a visités. Donc évidemment que j'aimerais, bah, revoir des coins magiques, en connaître d'autres. Voilà, après c'est un contexte qui est différent. ouais, Évidemment, à l'époque, j'étais célibataire et sans famille. J'avais proposé pendant le covid de repartir, 1 an en bateau, mais j'ai été battu à 3 voix contre une chez moi à la maison. Là, pour faire le tour de la Méditerranée, pas le tour du monde, mais OK. j'aurais bien aimé faire ça. Aussi, donc peut-être que j'aurai un autre créneau quand je serai plus vieux, sans doute avec moins d'avions. Maintenant, on essaye un peu de faire Mmh. attention, avec ma famille à moins voyager, en tout cas en avion, donc pourquoi pas, peut-être plus en bateau et puis évidemment en grimpant moins haut parce que je suis plus capable du tout de faire ce qu'on faisait. Mais en tout cas, oui, bien sûr qu'il en reste des souvenirs magiques et puis sans doute, ouais, on est un peu façonné par ces expériences et ouais, ça a été d'une richesse folle en Mmh. termes de découvertes, d'aventures, de rencontres, de partage. Ouais, Donc oui, bien sûr que si je peux refaire, je le referai volontiers. intimement convaincu aussi. Bah, sans doute pas dans l'année qui vient parce qu'il y a un peu de boulot. Mais on Les verra. partenaires vont pas être Mais contents. pourquoi pas à terme, quand il y aura un prochain créneau, je m'inscris. Le retour en France, il est marrant parce qu'on parlait des 2 acteurs majeurs que sont Orange et SFR et il me semble que c'est là que tu vas à SFR, Ouais. à ce retour, de voyage?
Effectivement, après je passe chez SFR, voilà, on se marie, et je suis rentré enfin j'ai fait 4 ans chez SFR. Le lien, c'est beaucoup plus le sport que la téléphonie mobile. Ouais, C'est bien un sûr. peu c'est plus un hasard, parce qu'à l'époque, bah oui, SFR cherchait quelqu'un au sponsoring, donc OK. d'abord sportif pour s'occuper, des partenariats sportifs. Donc là, c'était beaucoup, du foot, l'équipe de France de foot, la coupe de France de foot. Ouais. La grosse Ah année, oui, à ça a été l'époque où la SFR était un peu partout, là, on le voyait un peu partout à la télé, exactement, surtout les bah, matchs de voilà, Ligue 1 et c'était cetera, vraiment ouais. ce qui était, bah, assez extra comme job parce qu'il y avait des moyens qui étaient encore beaucoup plus gros que ceux de chez Bouygues Télécom. Des randos raids, SFR, on s'est mis au golf, quand je dis on s'est mis, enfin SFR pour SFR, le ouais, bien boulot et sûr. moi du coup un Ouais. peu perso parce que c'était des belles conditions. Voilà, dans le ski freestyle, OK. à l'époque, enfin j'avais Ah oui, lancé ça chez Bouygues et on a ultra récupéré ça chez vague. SFR, voilà et enfin pas vague, on essayait d'être Large. précis, Large. voilà, mais large, mais typiquement avec des bah, la glisse pour les jeunes, le foot pour le grand public, le golf pour les CSP+. Et puis après, je me suis occupé du sponsoring et des événements en général. Donc, on m'a fait beaucoup de musique aussi, des OK. partenariats avec des salles de concert, des festivals, d'organiser nos propres événements. Donc, ça a été des très belles années aussi. Et c'est la 1re fois que tu mets un pied dans le sport collectif? Pour avoir fait pas mal de voile, de montagne, de choses comme ça, sur le côté sponsoring? Heu Ouais, c'est vrai. c'est un truc tout d'un coup qui, éveille ton appétit ou? Oui, j'avais jamais pensé comme ça. Non, Ça me c'est une parlait question, parce hein, que bien j'avais sûr. pas mal joué au foot jeune avant de prendre OK. plutôt la montagne et le ski. En vert, oui. Mais et en vert, exactement. Maintenant que je suis plus lyonnais, on peut le dire. Même si je continue à adorer Lyon et que je me sens toujours 100% lyonnais, mais pour le foot, effectivement, je suis stéphanois. Mais Compliqué d'ailleurs d'être stéphanois en ce moment. pas évident, exactement. Donc ouais, Ouais, effectivement, il y a des intrigues. 1er pied en tout cas dans le sport co, quoi. En tant que partenaire, Ouais, ouais, exactement. Même j'étais parti de chez Bouygues au tout début du l'équipe Bouygues Télécom de cyclisme. OK. Donc, enfin, c'était le tout début, ça venait de signer Ouais, quand j'ai quitté ça, mais du coup, il y a un côté évidemment, enfin, ouais, OK. évidemment équipe aussi. Après oui, ça change pas tellement l'approche quand on est Des marques. du côté des marques, quoi. En gros, l'idée, c'était plus, les cibles que ça touche. Ouais, Et puis évidemment, enfin, le foot est incomparable en termes de puissance et de visibilité. Donc c'était une exposition qui correspondait, très ouais, bien à SFR à l'époque. Et c'est vrai que ça a été des beaux moments aussi, des beaux souvenirs. Moi, ma grosse année, là où on a mis le plus de budget sur le sujet, c'était 2006 et la coupe du monde, en Allemagne, le coup de tête de Zizou, bien voilà. sûr. Et chaque lendemain de match, on sortait une nouvelle pub SFR, qui faisait un peu écho au match de la veille. Et c'était évidemment, bah, des belles années et puis des beaux souvenirs aussi, notamment ce quart de finale à Francfort où Zizou, avant de mettre le coup de tête en finale, il y a de quoi faire un DVD sur son best-of, rien que sur ce match France-Brésil du quart de finale de Francfort en 2006. Et puis là, mettre de la com sur, des événements, planétaires comme ça, c'est extraordinaire Ouais, quand même. exactement et c'était le début de la 3G Ouais, où ce qu'on mettait en avant dans nos pubs, alors aujourd'hui ça paraît complètement, désuet et c'est la anachronique de vitesse. parler de ça. Non, c'était le fait de recevoir des alertes vidéo et comme maintenant, enfin, tous nos téléphones font télé aussi, mais à l'époque, c'était assez nouveau de recevoir un lien SMS sur lequel on pouvait cliquer pour voir en vidéo, les buts de la coupe Oui, du ça monde. ça débute la vidéo, quoi. Voilà, exactement. Ça paraît, un peu fou de se dire, Là, mais on est c'était en il y a pas si longtemps. 2004? 2006, coupe du monde 2006? 2006, ouais, Oui, voilà. oui, oui, parce que j'ai tourné un épisode avec le fondateur de SportEasy, je sais qui est une application, dans la téléphonie aussi qui Ouais, facilite la vie des assos et lui, il était dans la Silicon Valley et il me disait que ouais, 2003-2004, c'est le début de YouTube, en fait, et tout ça, donc bah, ouais, on est dans ça paraît l'âge de pierre, mais en on fait, est c'était il y a pas si longtemps et oui, les c'est vieux ça, comme moi, on s'en c'est souvient dingue, très ça bien. veut dire il y a 20 ans, en fait. Exactement. C'est pas il y a 50 ans, Non, non, ouais. c'est dingue. Mmh. Après cette période de SFR, tu me disais que sur la fin de SFR, il y avait aussi de l'événementiel un peu, de la musique, des concerts, Ouais. des choses comme ça. Il y a un lien avec la bascule chez JL Events qui est, quand même le leader dans l'événementiel, Un petit peu, alors on était, oui, du même écosystème, on va dire sport et événements d'une manière générale. Non, mais ça se fait plutôt sur une opportunité à l'inverse. OK, Enfin, à l'époque, ma femme a eu, une proposition pour partir à Dubaï, OK, pour, BNP Paribas Immobilier, d'accord. voilà
et il se trouve qu'on avait pas mal de potes là-bas, sans qu'on l'envisage vraiment de manière assez conjointe. Le président fondateur de GL Events, Olivier Ginon, il m'a, proposé de partir m'occuper du Moyen-Orient pour GL Events et du sport parce que, enfin, j'avais pas Mmh. d'appétence particulière, enfin, ou de compétences particulières pour le Moyen-Orient. Mon truc, c'était le sport. Du coup, lui m'a proposé d'aller De m'occuper du développer le sport et du sport. Moyen-Orient. L'opportunité, c'était, bah, de suivre mon épouse. À l'époque, enfin, on avait 30 ans, quoi, en gros. Pas d'enfant Une f encore? une fille de 18 mois, mais OK. donc on était assez mobile et C'est on se mobile. disait voilà et on se disait: «Bah, pourquoi pas?» ouais, voilà, on n'aurait absolument pas envisagé, enfin, à Noël avant et puis ça s'est Et proposé pendant l'été le et donc Dubaï voilà. de là, on est en quoi? On est en On est en 2010? Non, c'est pas ça? 2012. 2012, le Dubaï de Non, 2012. pardon, on est en 2009. Ouais, d'accord. Le Dubaï Mmh. de 2009, c'est pas le Dubaï de 2025, c'est pas, Non, et c'était déjà pas le Dubaï de 2000 quoi, en gros, où on avait pas mal de potes qui étaient on a longtemps été les derniers arrivés parce qu'on a signé juste un peu avant, la crise des subprimes ah oui, et l'affaire de Lehman Brothers. oui. Pareil, je sais pas s'il est plus jeune, mais on de quoi on Moi parle? je l'ai, moi je l'ai. Toi, tu l'as, J'ai voilà. vu pas mal de docs Mais au Netflix moment où dessus. on signe, Dubaï est la ville la plus chère du monde avec une hype assez incroyable, parce que et quand on arrive, donc 4 mois après, Dubaï était pas la ville la moins chère du monde, mais celle qui avait eu la plus grosse chute du monde. Un gadin assez terrible. Donc pendant les 2 premières années, on a été les derniers arrivés à Dubaï, parce que c'était un moment où il y avait Personne beaucoup, ne venait. beaucoup plus de départs que d'arrivées. Donc voilà, mais c'était un côté assez résilient et puis c'est assez fou, enfin, dans cet univers à Dubaï de voir, enfin, on voyait des photos de 10 ans avant, où il y avait des coins vraiment de désert qui aujourd'hui ressemblent à Hong Kong ou à Manhattan, quoi. Et donc il y avait un côté où tout est possible, tout va vite, d'une manière assez hallucinante, Ouais. dans un sens comme dans l'autre. Et en l'occurrence, quand on est arrivé, il y avait vraiment des voitures qui étaient abandonnées sur les parkings des aéroports parce que les gens filaient, ne pouvaient plus faire face aux dettes et aux crédits qu'ils avaient empruntés pour payer leur voiture et ils laissaient, les gens prenaient des billets aller-retour, n'utilisaient pas le retour. C'était vraiment, enfin, assez fou de sentir la crise à tel point. Et avec ça, dans l'autre sens, de voir un développement économique qui est sans doute un des plus rapides de l'histoire de l'humanité, quoi. C'est les Complètement. 30 dernières années au Moyen-Orient d'une manière générale, quoi. Après cette, petite parenthèse à Dubaï, c'est à ce moment-là que tu rejoins la France et le Loup? Ouais, le lien, c'est le groupe Ça GL se fait Evans direct? qui, en fait, était déjà partenaire enfin, était actionnaire principal du Loup Rugby depuis OK. 2006. J Moi, j'étais à Dubaï de 2009 à 2012. d'accord. Voilà. Et du coup, en tant que responsable des sports chez GL Evans, Ouais. on avait un œil sur ce qui se passait. Et l'idée, après 6 ans d'expérience au sein du Loup, enfin, dans le conseil d'administration, groupe GL Evans a souhaité un peu remettre la Ah, main ils étaient déjà dedans? ils étaient déjà dedans depuis 2006 en tant qu'acteurs lyonnais. Le siège de GL Evans, c'est à Lyon et donc il y a un Ça allait côté être ma question justement. Qu'est-ce voilà, que JL Evans fait, au exactement. Bah, GL est un gros acteur, on va dire, économique de Lyon. Sans doute, il y avait une volonté de Gérard Collomb à l'époque, qui était maire et président du Grand Lyon, d'avoir un deuxième club pro. Donc GL Evans était au soutien du Loup Rugby depuis 2006. Et puis, quand ils ont voulu, bah, sans doute, remettre la main sur le sujet, voilà comment moi je suis arrivé en tant que monsieur sport là-dedans, avec bah, la conviction qu'il y avait un projet assez extra à mener. Le club était monté une première fois en top 14, redescendu, donc champion de Pro D2 en 2011, redescendu en 2012 Ouais, et moi je suis arrivé à Noël 2012. OK, génial. Voilà. Sur ce moment-là, c'est la première fois que tu quittes vraiment le monde de l'entreprise et que tu rejoins un club. Ouais. On est plus du tout dans la même, lignée de choses, même s'il y a encore, des gens à gérer, des budgets à gérer et tout ça. Mais, là, c'est beaucoup plus artisanal, beaucoup plus, Alors c'est différent, beaucoup moins cadré. artisanal un peu, ouais, avec ça, enfin, j'aime bien rappeler qu'un club, c'est une équipe et une entreprise. Mmh, Ça n'est ni que l'un, ni que l'autre et jamais l'un sans l'autre. Donc il y exact. a quand même des repères communs. J'aime bien ce côté mix justement entre sport et entreprise Oui, où il y a quand même un projet, à développer avec, pour le coup, au Loup Rugby, un potentiel assez extra. Quand j'arrive, le Loup est 9e de Pro D2, mais avec, je trouve, un potentiel assez exceptionnel, pour construire un beau club et écrire une belle histoire avec, bah, des atouts qui sont, j'en vois 3 principaux en tout cas qui forgent ce potentiel assez exceptionnel. Le premier, c'est le terroir rugbystique qui est très fertile dans un rayon d'1 heure autour de Lyon. C'est une centaine de clubs et 60 000 oui, licenciés oui. donc Villeurbanne, Rieux-la-Pape, tous ces exactement, puis si tu
t'élargis un paquet. peu, Bourgoin, Rumilly, Bien sûr. Vienne, enfin, Chambéry, si tu vas un peu plus Chambéry, voilà, exactement. Donc dans un rayon d'1 heure autour de Lyon, tu as en gros, 100 clubs et 60 000 licenciés. Donc la matière première, si j'ose dire, bien sûr. les joueurs, les joueuses et la passion pour le rugby, elle est là. Deuxième potentiel dans ce même rayon, c'est en gros 1 500 000 personnes, donc c'est tout simplement la population. Si on se dit qu'on peut en faire venir ne serait-ce que 2 ça peut faire 30 000 tous les week-ends. Ça sans arrogance à l'époque, parce qu'on jouait devant un peu moins de 3 000 personnes de moyenne, effectivement en Pro D2, mais avec la conviction que si on est bon, je dis bien si on est bon, parce que si on l'est pas, on n'intéressera Ouais. personne, mais la conviction que si on fait de belles choses, bah, il y a du monde que ça peut intéresser. Et pareil, le troisième potentiel, il est économique. Faut pas se voiler la face dans le sport de haut niveau aujourd'hui, il y a besoin de moyens, mais en étant la deuxième région de France, la deuxième ville de France, la deuxième économie de France, bah, encore une fois, si on est bon, on doit pouvoir trouver les moyens de nos ambitions, quoi, en gros. Avec, bah, un actionnariat solide, qui est GL Evans, en priorité, 2 autres gros actionnaires de référence, que sont le groupe Serfim et le groupe M2C, donc un projet foncièrement lyonnais, avec des hommes, donc Olivier Gignon en tête, le président de GL Evans, puis Guy Mathiolon et Yvan Patet, qui étaient là depuis longtemps aussi, bah, qui ont envie de faire avancer ce Ouais, projet. de Donc prendre les fort de choses ce en main. potentiel et de cette envie commune et du soutien, bah oui, je me dis qu'il y a un truc assez extra à Bien faire. sûr. Voilà, et puis la perspective, on en parlera peut-être, c'est de récupérer à terme, le stade de Gerland à l'époque. Déjà à ce moment-là, si la discussion allait sur la Bah, construction on du sait depuis un moment parce que c'est parallèle. En fait, depuis un moment, l'Olympique Lyonnais, a son projet de stade à Dessines et du coup, on sait qu'à terme, il est ils déjà lancé ce vont projet, en quitter fait. là. Il est déjà lancé. Alors, il prend pas mal de retard avec les ans. Enfin, au début, je crois que l'OL comptait jouer, début 2012 là-dessus. On s'était rencontré avec Jean-Michel Aulas à l'époque où j'étais chez SFR pour envisager le FCFR Stadium. Et puis, en fait, je crois que ça s'est fait en 2016, voilà. Mais du coup, nous, C'est marrant parce la qu'on savait perspective de pas ça que Lou 2021. attendait, Gerland, mais du coup Bah, c'était attendez, en fait, on était condamnés, c'est une jolie condamnation, mais on était condamnés à trouver un accord avec la ville de Lyon parce que ce stade, il était inscrit au monument historique, et il y a rien de pire qu'un stade en centre-ville, qu'on ne peut pas détruire en plus pour faire autre chose à la place dans la oui, parce que mesure où il est ça prend inscrit de au place, monument dingue. historique. Voilà, et il était promis aux squatteurs et aux dealers si on n'en faisait rien. Donc il y avait ce projet, C'est inscrit au ouais, monument historique. depuis Incroyable. Ceux qui 1967. sont jamais allés à Gerland, c'est très joli, hein. Tu as tout, à l'entrée du stade là, Exactement, il a été fait par Tony Garnier, qui était l'architecte de la ville de Lyon, à l'époque où Édouard Herriot en était le maire, quoi, en gros. d'accord. Donc ce stade, il a été construit en 1926, avec en perspective, pourquoi pas, d'avoir les Jeux de 1932 ou 36, les Oui, Jeux olympiques. justement, je trouve qu'il fait très très olympique ce stade, Exactement, dans il a un sa on côté, ce aurait qu'on dit appelle un néoclassique, quoi, en exactement, gros, oui. voilà, et qui avait été voulu par Tony Garnier. En l'occurrence, les Jeux ont jamais été envisagés là, ils ont eu lieu à Los Angeles puis à Berlin, mais il y avait un côté hygiéniste et de mettre les Lyonnais au sport, et du coup, ce stade de Gerland était l'écran. Donc le stade va fêter ses 100 ans, l'année prochaine, en 1926. 2026. C'est Voilà, dingue. exactement. Avec, bah, beaucoup d'histoires des Lyonnais, voilà, évidemment l'Olympique Lyonnais, mais pas seulement, quoi. L'Olympique Lyonnais pendant 60 ans et les bonnes ondes parce qu'ils ont gagné beaucoup de Ouais. titres au début des années 2000, avec 7 titres de champion de France, suite. Et du coup, bah, ouais, une perspective extra d'écrire une belle histoire du rugby pour en faire ce Matmut Stadium de Gerland, qui a été même plus qu'un stade, quoi. Ça a été un véritable lieu de vie et qui, évidemment, a fait partie du développement du loup rugby aussi. Le, ma question sur ce point du low rugby, comment on fait? Parce que là, OK, il y a tout ce qu'il faut. On l'a dit, Ouais. la ville, le budget, les boîtes, la population, il y a tout. Comment on fait? Parce qu'il y en a plein quand même qui se sont cassés les dents à ça, qui ont des beaux projets de monter et de s'installer dans le top 14, il y en a beaucoup qui l'ont, peu qui le réussissent finalement. Comment on structure un club? Ouais, alors Elle est vaste, hein, cette question. elle est vaste, ouais. Non, d'abord, on analyse le potentiel, on l'a dit, et il y a tout pour. Après, on essaye de sans convaincre et de convaincre les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est évidemment les actionnaires en premier lieu, mais aussi, enfin, l'interne, quoi, en gros. Il y avait souvent une phrase qui m'énervait un peu quand je demandais pourquoi on fait ça. On me disait, bah, parce qu'on a toujours fait comme ça. Ouais, mais on est 9e en Pro D2 et on perd de l'argent, donc il faut sans doute qu'on évolue un petit peu et qu'on essaye de se structurer pour atteindre ces objectifs que doit nous permettre le potentiel. En se disant, bah, on est Lyon, donc on a tout pour réussir, donc on doit viser l'excellence. Il y avait peut-être un terme de, je déteste le mot résignation, mais on va dire d'acceptation d'une manière générale, qu'à Lyon, on Fatalité. était très fort en foot et moyennement en rugby.
Non, à Lyon, il y a tout pour être très fort en tout, y compris en rugby. Et donc après, on essaye de se mettre en ordre avec 2 facteurs clés de succès qui sont absolument essentiels. Un, le sportif. Évidemment que le meilleur marketing pour un club, ça sera toujours, un club de rugby, ça sera de gagner des matchs, de bien jouer au rugby et de s'assurer que les gens passent un bon moment quand ils viennent au stade. Et justement, le deuxième facteur clé de succès, si tant est que le sportif, encore une fois, qui est le cœur de Bien sûr. tout et l'ADN de ce qui doit être, draine le reste, et ben, le Matmut Stadium de Gerland devait nous permettre de trouver les moyens de nos ambitions en étant un peu plus, enfin, en nous aidant à devenir, au-delà d'être gestionnaire d'équipe de rugby, de devenir aussi promoteur immobilier parce qu'on a pu construire des bureaux qui vont autour, hôtelier parce qu'on a construit un hôtel de 140 chambres, restaurateur, on a fait un restaurant qui Il y fait a un 300 hôtel de couverts par jour. 140 chambres au sein du Ouais. complexe de Gerland. Exactement. Il y a aussi un centre médical, un centre nautique. Ça, enfin, je te montrerai les photos. Mais le mieux, c'est Un d'aller voir. centre nautique? Le mieux, c'est d'aller Réussi à voir. mettre de la voile là-dedans? Non, non, pas un centre nautique. Non, non, c'est une piscine de 50 mètres extérieure et une autre de 25 où viennent nager des gens tous les jours. Donc, Oui. voilà. Ah, Donc, ça s'étend parce que j'ai enregistré avec, maintenant il est plus, j'ai plus le droit de faire trop de promo pour le loup. Je suis devenu impartial il y a 8 mois. Ouais, non, bien sûr, Mais évidemment, cette c'est construction, elle est l'occasion intéressante. d'encourager les gens à aller au stade d'une manière générale et avec, lyonnais en particulier. j'ai enregistré avec Martin Pagerello, qui Ouais. était au Loup, avant, Ouais, tout à fait. dans un hôtel juste à côté, donc je pense pas qu'il Bah, ça devait être ça, le Rock Hotel. ah bah oui, voilà, Voilà. et ça appartient au complexe de Gerland? Ouais, exactement. C'est Ah dans d'accord. l'enceinte des 15 hectares qui entourent Ah, parce le que c'est en Matmut dehors Stadium de des Gerland. d'accord, donc toutes Tu es les dans le bâtiments. Matmut Stadium de Gerland, voilà, exactement. Ce qu'il y a entre les 4 rues qui entourent le stade, ça fait partie du bail amphithéotique qu'on a trouvé avec la ville, qui a je trouve un deal gagnant-gagnant. Pour la ville qui dépensait beaucoup d'argent sur ce stade qui était municipal, maintenant elle touche un loyer et surtout elle revalorise cette parcelle. Et pour le Loup, parce que, pour faire simple, les projets immobiliers nous ont permis de financer la rénovation du stade, qui a coûté 0 à la ville. Donc, Aux contribuables. exactement. Donc, là où la ville dépensait de l'argent pour ce stade, maintenant, elle encaisse un loyer et elle a refait cette parcelle. Et c'est autant d'argent qui rentre dans la ville de Lyon et donc du contribuable lyonnais. Et du coup, un modèle économique sain et du coup des rentrées d'argent. Exactement, ça a permis de reconstituer les fonds propres du Loup Rugby, qui maintenant, on espère, a des bases solides pour l'avenir. Et ils y sont les bases parce que sous ta gouvernance, du coup entre 2012 et 2025, quand même 13 ans, Ça ne rajeunit pas, ouais. le Loup monte 2 fois en Ouais, top 14? c'est une fois de trop, tu vois, sur le bouclier. C'est rare d'avoir une ligne de trop à son palmarès. Mais en l'occurrence, effectivement, on a été champion de Pro D2 en 2014 et 2016. Ça veut dire que l'année 2015 n'avait pas été trop fameuse, mais ça fait partie de la coupe d'apprentissage. Pour ceux qui écoutent seulement l'audio de ce podcast, on a le bouclier à ma droite derrière Yann de top 14 et derrière moi de championnat de Pro D2 qui a été retrouvé du coup. Il y en a 2. Malheureusement, c'est pas celui qu'on Il y en a un qui reste à la ligue et un qui est dans le club qui l'a gagné. Et du coup, il y a en effet le Loup Rugby qui est inscrit 2 fois. N'empêche que ça fait 10 ans que le Loup est installé en top 14 de manière pérenne. Joue pas les phases finales encore, reste bloqué sur cette Ouais, alors le Loup les a joués 2018, 2019. Sans doute ça aurait dû en 2020, mais il y a eu le Covid qui a arrêté ça. Et puis 2022. Et donc on a réussi à implanter ce club du Loup, enfin tu as réussi à implanter ce club du Loup en top 14. C'est évidemment collectif tout ce qui a été Évidemment. fait. Actuellement, qu'est-ce qui en tant que président de ligue, c'est compliqué à dire, mais qu'est-ce qui manque au Loup pour accrocher cette dernière étape-là, d'aller chercher les top gros clubs, que sont top que le Stade Toulousain, l'UBB, des clubs comme ça? Qu'est-ce qui manque encore? Ouais, alors sans doute, l'année 2020 laisse des regrets à Bordeaux comme à Lyon parce que c'est sans doute l'année où peut-être qu'il y aurait une demi-finale directe après 2 demi-finales en passant par l'écart. On saura jamais ce que ça aurait donné, mais ça laisse des regrets. 2022, le Loup termine 3e et il y a un quart de finale très difficile à domicile contre Bordeaux avec une vidéo qui marche pas. C'est la seule fois de l'histoire du top 14 que le quart régie de Canal n'a pas fonctionné et n'a pas pu envoyer les vidéos. Depuis, c'est plus difficile. Voilà. Après, j'ose espérer. C'est aussi parce qu'il y a une concurrence qui est exacerbée et que le top 14 n'a jamais été aussi fort. Mais encore une fois, c'est tellement dense que je pense qu'il y a cette année sans doute 12 clubs qui peuvent être champions. Ça ne veut pas dire que tout le monde, même s'il y a 10 clubs qui peuvent être champions, ça ne veut pas dire que tout le monde a 10% de chance. Mais c'est possible. Donc,
ouais, faut continuer à structurer, à recruter, à consolider ceux qui vont bien, avoir un peu de réussite aussi, ça fait partie bah, ouais, je souhaite au loup, j'ai plus le droit de le dire officiellement évidemment puisque le président est impartial, mais évidemment que l'homme restera évidemment Ouais. attaché à son club pour toujours et évidemment que je Ouais. souhaite le meilleur à ce club. C'est pas trop dur ça de on parlait du lien entre le sport et l'entreprise. N'empêche qu'une entreprise, une fois que c'est lancé, ça part et c'est exponentiel. Le sport, c'est beaucoup moins tangible et autant je pense que tu peux structurer quelque chose pour finir dans un gros projet comme ça avec du potentiel, très haut. De là à gagner, ça dépend tellement d'un contexte, d'une dynamique, d'événements qui tournent en ta faveur, qui lancent tout, c'est pas trop dur ça en tant Exactement, je que trouve personne que qui vient de l'entreprise? bah, c'est la glorieuse, mais très souvent frustrante incertitude du sport, donc évidemment qu'on la subit tous. Ouais, Après, c'est aussi pour ça que ça intéresse tant de monde. S'il suffisait de bien faire, on n'est pas plus bêtes les uns que les autres, on ferait tout ce qu'il faut et on serait tous champions tous les ans, mais ça intéresserait un peu moins de monde, le rugby et le sport d'une manière générale. Donc oui, aujourd'hui, bien travailler, bien faire les choses, bien structurer, se donner les moyens de gagner, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Après, il faut, bah, évidemment que c'est frustrant parfois d'être, dépendant, d'une forme ou d'une méforme, d'un mec en feu de l'autre côté, d'un rebond, surtout quand le ballon est ovale, d'un poteau qui rentre ou pas, d'une décision. C'est la vie quoi, en ouais. gros et tout le monde est logé à la même enseigne là-dessus. Donc, bravo à ceux qui gagnent régulièrement parce que s'installer, au plus haut niveau et c'est dur d'y arriver, c'est très dur d'y rester aussi. Donc ouais, bah, j'ose espérer que le Loup est alors après il y a jamais rien d'acquis mais aujourd'hui stabilisé en top 14. J'espère qu'ils vont y gagner. C'était l'objet du projet de club qu'on avait écrit. C'était revenir en top 14, ce qui avait été fait une fois, mais les 2 d'y rester, ce qui avait jamais été fait. Mmh. 3 d'y gagner, quoi, en gros. Donc il y a eu une Coupe d'Europe, une Challenge Cup, il y a eu des demi-finales. Il n'y a pas eu de bouclier à Lyon depuis 1933, donc ça date un peu. Mais ça veut dire deux choses. Un, que ça fait longtemps. Deux, que c'est possible. Et c'est évidemment ce que je souhaite à ce club, même si je suis obligé de souhaiter à tous les clubs de réussir aujourd'hui. En même temps que la présidence du Loup, je crois que tu étais déjà à la LNR, en charge des coupes d'Europe, c'est ça? Ouais, En même temps qu'être président du Loup, c'est ça? exactement. On peut, quand on est en club, enfin même beaucoup s'impliquent pour être au comité directeur et au sein des représentants des clubs de top 14 et de Pro D2 au comité directeur, le président peut former son bureau. Donc là, c'est en gros les 6 vice-présidents issus des 3 collèges qui sont élus à la Ligue. Donc représentants de top 14, représentants de Pro D2 et personnalités qualifiées. Et moi, effectivement, j'ai fait 2 mandats, dans le bureau, un avec Paul Gauze comme président, un avec René Bouscatel. Donc je suis évidemment solidaire à la fois des bilans de ce qui a été fait, et puis des équipes avec qui on a travaillé là-dessus. Effectivement, je m'occupais, du marketing et de l'international, donc des coupes d'Europe. OK. C'est pas toujours le sujet le plus simple parce qu'on a affaire avec les Anglais et les Celtes à l'époque là-dessus, mais au moins ça a le mérite d'être vivant, à défaut d'être opposant. Et puis au moins ça te met dans l'ambiance que maintenant tu es président Exactement, non et et déjà c'est ça. évidemment que ces 8 ans passés au bureau, avec Paul d'abord, puis avec René ensuite, bah, m'ont permis de mieux appréhender ce qui se passait à la Ligue et d'arriver en territoire, non pas conquis, mais connu, Connu, avec la connaissance, bah, de certains dossiers et puis surtout des personnes avec qui on travaille aujourd'hui. bien sûr. Ça a évidemment compté le fait de connaître, de Ouais, savoir que, bah, il y avait beaucoup de gens bien et une somme d'expertise et d'expérience qui était précieuse et bien sûr. qui a donné envie de les rejoindre. Cette élection en tant que président de la LNR, qui date de mars, je crois, du coup? Mars, ouais, Mars exactement. 2025. Qu'est-ce que c'est? C'est une opportunité comme, toutes les autres choses dans ta carrière? C'est une envie profonde? Qu'est-ce que comment ça vient sur la table? Non, ouais, ça vient, le déclencheur, ça a été les sollicitations de certains, bah, de mes pairs à l'époque, enfin présidents de club, en se disant: «Est-ce que tu t'envisagerais d'y aller?» Ça m'avait absolument pas traversé l'esprit, avant le mois de décembre, 2024 quoi, en gros, Ah oui, donc. donc 3 mois avant l'élection, Non, exactement, parce que, bah, enfin, il y a toujours enfin, le projet du Loup était pas arrivé, même si sur la partie
développement, Commercial, entre guillemets. commercial et même immobilier et structuration, la partie la plus exaltante intellectuellement était bien avancée, et notamment avec l'inauguration, de Lou Piscine, qui était le centre nautique où on fait pas de voile, mais où on nage là-dessus. Bah, ça marquait une certaine forme d'aboutissement de ce développement, et aujourd'hui, le Matmut Stadium de Gerland, bah, est aussi un lieu où il y a 2 000 personnes qui travaillent. Dans les jardins du Loup, c'est les 30 000 m² de bureaux, un centre médical dans lequel, Mmh. les gens peuvent venir se faire soigner ou faire des C'est le projet en radios, tête un et hôtel qui maintenant tourne, une brasserie. Donc c'était des choses très exaltantes intellectuellement, ouais et qu'à où la tu avais une fin prise directe aussi, dans lesquelles, bah, on a pour la France. travaillé collectivement sur le sujet, et puis, enfin, il restait évidemment la partie sportive qui est la plus celle que je préfère et de Étape loin, 3. la plus passionnante, exactement. Voilà, et l'étape 3 d'aller gagner. Donc évidemment que, bah, quand on a gagné des titres, que ce soit en Pro D2 ou en Challenge Cup, c'est des moments qu'on a envie de revivre. Donc après, choisir, c'est renoncer. Donc j'avoue que j'y aurais pas forcément, pensé tout seul. Et puis là, bah, le fait que cette opportunité vienne, que d'un point de vue personnel, ben, on se dise: «Tiens, ça fait 12 ans au Loup, est-ce que ça vaut le coup de faire d'envisager de saisir cette opportunité?» Dans ma vie perso aussi, le fait que j'ai une fille qui allait avoir le bac et qui avait une vraie chance de venir à Paris, ça permettait de garder un pied à Paris et un C'est marrant, contact avec elle. comme tous les projets professionnels ont suivi finalement l'évolution de la famille, Ouais, que ce soit exactement. Dubaï, que ce soit la Ouais, nature à c'est Paris, c'est souvent marrant. un choix aussi. Enfin, Ah il y ouais? a pas de hasard, mais c'est d'essayer, bah, ouais, de privilégier, bah, un projet qui est passionnant évidemment. Ça aurait été pour, faire un job qui m'intéressait pas, je serais pas venu évidemment. Mais voilà, si on peut, bah, mixer, l'épanouissement professionnel et la vie qui va à côté, évidemment que faut essayer de conjuguer tout ça, quoi, en gros. Donc voilà, il y a un contexte qui s'est créé là-dessus. On s'est dit: «Pourquoi pas?» et voilà comment ça s'est lancé. C'est pas trop difficile en même temps, ça fait partie du jeu, quand on a travaillé par exemple avec René Bouscatel qui était le dernier président, de ensuite se présenter aussi, à ce poste-là, enfin entre guillemets «contre lui», mais c'est pas contre lui, mais se présenter quoi comme candidat, c'est pas trop Ouais, alors, enfin, c'est ce qu'on s'est dit, on a toujours eu des rapports francs avec René. C'est aussi l'occasion de saluer le travail qu'il a fait à la tête de la Ligue, comme les prédécesseurs avant, enfin, Paul évidemment avec qui j'ai travaillé, mais avant eux, Pierre-Yves Revel et Serge Blanco. Oui, la campagne est clairement pas la partie que j'ai préférée, quoi, en gros, parce que, ben, il y a parfois des journalistes qui sont un peu incisifs, qui veulent, faire dire du mal de son prédécesseur, alors que j'en ai pas dit parce que je n'en pense pas, tout simplement. Donc il n'en était pas question. Il y a évidemment, bah, parfois des côtés un peu clivants qui ressortent. Donc j'étais content de m'être décidé très tard et que ça n'ait duré qu'un mois, parce que c'est clairement pas la partie la plus agréable. Et après, j'ai en aucun cas voulu, faire du dégagisme, mais toujours parler, bah, d'équilibre entre la continuité et le renouveau, le fait, bah, d'avoir, consolidé tout ce qui se fait bien, et effectivement, bah, amener, une autre forme de personnalité, de travail, de génération, et c'est en aucun cas déjuger ce qui a été fait avant. Donc encore une fois, je suis parfaitement solidaire. C'est un vrai changement au sein de la ligue où que ce soit Paul Gauze ou, René Bouscatel, ils étaient plus présidents de club, peut-être Paul Gauze qui était président de l'USAP avant Non, dernier. on peut pas, à partir du moment où on est élu président de la ligue, on ne peut plus rester en club, Ah parce que le mince. président doit être Ouais, mais impartial. il venait directement de l'USAP, Paul Gauze, et il était encore en fonction? Je pense, ouais, il a fait 2 mandats, moi j'ai connu que le deuxième. Je pense qu'il arrivait en C'est tant que une président de. bonne question. Mais Je ça sais pas exactement, c'est ouais. ce que je veux dire, c'est que c'est une vraie rupture, au sein de la ligue, je trouve. Hem, Comment je peux dire ça? On a eu des présidents qui étaient, Qui était plus en poste au moment où ils ont été élus. qui étaient plus en poste, qui n'avaient pas besoin de la ligue, qui étaient soit en retraite, soit, je sais pas si tu vois où je veux en venir, et qui avaient pas besoin, c'était pas leur boulot à Sur le temps fait que ce plein. soit rémunéré, d'être présent, Exactement, ouais. de un rémunéré et de 2, je suis pas sûr que ça leur prenait autant de temps que ça te prend à toi dans la façon d'être actif au sein de la semaine Ouais, dans chacun cette ligue. a son incarnation Tout et à sa fait. forme. Oui, moi, enfin, je pense que d'une manière générale, je me mets dedans évidemment, dans le rugby, les présidents ont toujours voulu que ce soit
un «père» entre guillemets, quelqu'un qui était passé par un club et qui avait connu, la fonction de président en Le club terrain. pour voilà et le terrain pour, je pense rester proche des réalités et avoir conscience de ce que chacun vit. Ça me paraît effectivement, essentiel, voilà. Après sur la rémunération, c'est un autre sujet qui est indépendant de la fonction et du passé. Oui, moi, enfin, j'ai dit toujours très clairement pendant la période où on m'a sollicité et puis après celle où je me suis présenté à cette élection, que j'en faisais une conviction, pas une condition, mais que j'avais, ni les points retraite, ni la fortune suffisante pour faire ça bénévole pendant tout un mandat. J'ai la chance de pouvoir faire quelques mois. Je suis dedans à l'heure actuelle là-dessus, mais en ne cachant pas que, je suis en milieu de carrière professionnelle. Enfin, on ne sait pas combien de temps ça Ouais, durera. bien sûr, J'ai bien cru sûr. comprendre qu'il y avait Je des débats à l'Assemblée pour savoir quand était la retraite. Moi, tu vois, moi, je ne savais même pas que je trouve que c'est une aberration. Je ne savais même pas que c'était un sujet que le président n'était pas rémunéré, en fait. Ça me paraît tellement, évident, enfin, Ça a que genre été comme mais ça et c'est vrai, mais l'idée, c'était de se dire: donnons-nous le choix d'avoir des personnes qui soient, au milieu de leur carrière professionnelle. Ce qui veut pas dire qu'il y a pas des retraités ou des gens très fortunés qui peuvent faire que ça, qui sont pas bons, mais c'est de se dire: élargissons le panel, y compris à ceux qui peuvent bien être sûr. en poste, ce qui est mon cas. Donc voilà, alors moi, j'espère, enfin, je sais pas, c'est pas encore voté, donc Mmh. je sais pas si ça deviendra rémunéré. Si je veux pouvoir continuer dans les mêmes conditions, oui, il en faudra parce que j'ai pas les moyens de durer sans rémunération, pendant toute ma vie. Comme n'importe qui Exactement, comme n'importe qui, donc qui travaille gratuitement. exactement, donc c'est pas un Même secret. moi, à Rugby Physio, j'arrive à la limite de ce que je D'accord, voilà, mais donc voilà, j'ai la chance de pouvoir faire quelques mois, je l'ai fait. J'espère que pour la suite du mandat, ça changera et ça, on s'en remet et c'est ce que j'ai Bien sûr. toujours dit pendant la campagne, au vote des présidents, sur ce sujet comme sur les autres. La ligue est pas, c'est pas le président qui décide de tout, c'est évidemment, l'émanation de l'avis des clubs, et donc il y a 30 clubs qui doivent se prononcer. Ouais. Mmh, Tu as eu ce poste, du coup, en mars. Avant de rentrer dans vraiment le côté quotidien, concret Ouais. et le rôle de la l'ANR, hem, quelle est l'envie derrière, de prendre cette présidence? C'est une envie de changer les choses de l'intérieur, pardon? C'est une envie de se donner un nouveau défi à titre personnel? Qu'est-ce qui vient sous-tendre ça? Ouais, il y a un côté j'espère évidemment, je suis bien entouré, c'est une certitude. J'espère être un peu utile et efficace, ça c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, essayer de contribuer, bien sûr. Après à titre personnel, oui, il y a un côté, qui me plaît beaucoup, ça reste du rugby, qui est un milieu extraordinaire, enfin, que tu connais et dans lequel vraiment le mec bien est la norme et le trou du cul l'exception. Donc Exactement. c'est un vrai bonheur, d'être là-dedans. J'y prends, beaucoup de plaisir, notamment grâce aux interlocuteurs que j'ai. C'est vrai à la ligue aussi, non seulement, enfin, avec les présidents de clubs, mais d'une manière générale avec l'environnement, que ce soit les collaborateurs, les partenaires, les, parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes et ça, donc il y a Mmh. un côté bonheur. Après, c'est vrai qu'après 12 ans au Loup, qui aurait pu durer encore, mais choisir, c'est renoncer. Donc il y a ce côté, excitation de la nouveauté. Donc voilà, c'est cet ensemble qui fait que, je me suis présenté. Je regrette absolument pas mon choix. Je l'ai fait en connaissance de cause et même si tout n'est pas toujours simple, il y a c'est passionnant à défaut d'être opposant, quoi. C'est clair. Hem, Qu'est-ce qui change le plus entre être président d'un club top 14 et être président dans la ligue, là, dans le quotidien, Ce qui change le plus, je dirais le que plus c'est frustrant ou le plus à l'inverse, ce justement, qui manque le plus, clairement, l'adrénaline des matchs, quoi, en gros. Voilà, le pendant, c'est aussi qu'il y a moins de stress, mmh, à très court terme, quoi, en gros. Donc ça, c'est une évidence. Après, ce qui change le plus, il y a le côté en club, on travaille pour la réussite de son club de manière un peu, enfin, égocentrée pour sa propre réussite, celle de son sa club, boîte. évidemment. Exactement. Et on est bien sûr guidé par l'intérêt, de son club. Donc, c'est évidemment ça. Quand on est à la ligue, on doit travailler pour la communauté. Donc il est évident et je me mets dans le sac évidemment parce que j'étais pas différent, que même quand on vient à la ligue en étant président de club, on est consciemment ou pas, un peu perverti par ses intérêts, particuliers et ce qui est tant que l'homme sera humain, ça changera pas. Donc Et c'est normal même. exactement et c'est bien normal. Voilà, exactement et du coup, quand on est à la ligue, justement, on travaille pour la communauté, donc évidemment que c'est un prisme qui est un peu différent. Donc Oui, je c'est crois intéressant. qu'il, après notre échange là de un peu plus d'une heure, que j'ai l'impression est
est quelque chose d'assez naturel chez toi? Tu as plutôt une personnalité, à pas aller dans la confrontation, à essayer de comprendre, enfin de ce que j'ai pu voir de tes quelques années au Loup, c Ouais, alors évidemment quand j'étais au Loup, j'étais 100% dédié au Loup et évidemment que je travaillais pour la mais tu vois, réussite simplement par du Loup. exemple, Aujourd'hui, je voudrais j'ai jamais vu une déclaration de toi qui dit, n'importe quoi sur, un club adverse ou sur le coup de l'émotion ou non, ouais, voilà, alors qu'à enfin. contrario, j'en ai vu beaucoup d'autres présidents, enfin voilà, il y avait déjà une touche un petit peu, Ouais, après c'est un truc subtile, de je sais pas comment je peux dire. personnalité, on essaye d'être subtil autant qu'on le peut. Voilà, on essaye surtout d'être efficace, Ouais. donc en se disant: «Est-ce que, la confrontation Mmh. directe, elle va amener plus que le fait?» donc très clairement, c'est fonction des des aléas et de Oui. ce qui se passe. Mais il est évident qu'à la ligue, on doit prendre des décisions pour l'intérêt de la communauté, ce qui fait évidemment pas que des heureux, mais il faut trouver, parfois des compromis, parfois tranchés pour que l'ensemble avance, même si évidemment c'est la somme enfin les intérêts particuliers à un instant T vont pas toujours dans le sens de Complètement. l'intérêt commun. Donc c'est, je dirais, le principal changement entre un club et la ligue. Voilà. Ouais. Après, il y a un côté plus confortable aussi. Cet été, c'est la première fois que j'ai pu prendre 3 semaines de pause et j'ai pas eu à faire un joker médical ou une panique à l'entraînement ou un souci parce qu'on raisonne à un peu plus long terme, quoi. Enfin, il y a évidemment un quotidien chargé pour l'ensemble des équipes de la ligue, mais on raisonne aussi plus d'un point de vue global et organisationnel et parfois plus à moyen et à long terme, là où on a parfois des exigences du jour au lendemain ou voire de la minute pour celle Ouais. d'après quand on est en club, quoi. À quoi ça ressemble, On a la chance aussi à la ligue d'être très bien structuré oui, avec des équipes qui ont encore une fois, ouais, une expertise, une expérience qui est précieuse et des gens qui connaissent vraiment très bien leur combien de boulot. salariés là? Une soixantaine? Une soixantaine, ouais. C'est incroyable, hein. Moi qui c'est la deuxième fois que je viens ici à la Ligue, après l'épisode avec Arnaud Becquet qui s'occupe de la com digitale ici, Ouais, qui aurait laissé une petite surprise, avant. dans le fond. D'accord. Hem, c'est des jolis bureaux, c'est bien structuré et surtout qu'il y a une effervescence. Là, aujourd'hui, je crois qu'il y a tous les team managers de top 14 et Pro D2 qui sont Ouais, sur place. exactement. C'est un vrai lieu de vie en fait, la Ligue, Ouais, contrairement à ce qu'on exactement. pourrait penser. Ouais, ouais, c'est la maison du rugby professionnel français. Donc effectivement, il y a l'idée d'accueillir pas seulement les salariés de la ligue qui, eux, sont au quotidien Mmh. au service du rugby français en 5 grosses directions. En gros, compétition, marketing, juridique, DSI. Il y a beaucoup de systèmes d'information au service des clubs et Oui, qu'est-ce que fait financière. DSI? DSI part en direction des systèmes d'information parce que dans les services qu'on apporte au club, il y a le fait d'avoir tous les contrats qui sont sur le même modèle et qui sont enregistrés, le dossier des santé joueurs qu'on est en train de mettre Mmh. en place, les serveurs qui doivent servir à l'organisation de la vie du rugby professionnel. Donc ça, c'est la mission de la ligue, mais c'est aussi d'accueillir les clubs quand il y a des réunions. Et quand je dis les clubs, c'est pas seulement les présidents pour les assemblées générales ou les comités directeurs, mais effectivement aujourd'hui les team managers, parce qu'il y a évidemment, même si on le disait avant, chacun travaille pour la réussite de son club, il y a beaucoup de sujets communs et c'est ça le rôle de la ligue, d'essayer de coordonner et de traiter ces sujets communs qui peuvent aider l'ensemble de la communauté. Tu m'as un peu devancé sur le rôle de la Ligue. La dernière question que je voulais aborder, avec toi sur le quotidien d'un président de la Ligue, à quoi ressemblent tes semaines? Parce que je crois que toi, tu as la particularité de te déplacer sur les fins de semaine, dans les clubs? Régulièrement pour aller voir les matchs parce que je trouve hyper important d'être au contact des clubs. Mmh. Pour y avoir été, je vois ce que c'est et puis, non seulement je trouve que c'est important d'être au contact des clubs et puis ça me plaît, d'aller voir ce qui se passe Ouais. dans chacun des clubs. Non seulement pour être au courant, pour rencontrer, les présidents, les équipes, voir du rugby aussi parce que si on fait ça, c'est parce qu'on aime ce sport évidemment. Donc oui, régulièrement, j'essaye d'aller voir des matchs et bien sûr que j'ai pour objectif d'être passé dans chacun des clubs, au cours d'une saison. Ouais. On Donc est grosso modo lundi, mardi, mercredi plutôt à la Ligue, souvent sur je suis, Paris. voilà, à la ligue en début de semaine du lundi au mercredi et on va dire, 1 semaine sur 2, 2 semaines sur 3, j'essaye les fins de semaine de passer dans les clubs. Ouais, trop bien, prendre le pouls un peu des Voilà. mecs et de voir un peu sur quoi ils
ils galèrent en ce moment, voir ce que la ligue Exactement, pourrait essayer de faire pour comprendre ce répondre à qui se leurs passe. attentes. Voilà, exactement. Donc on n'a évidemment pas toutes les solutions, mais au moins par l'échange et par le fait de trouver voilà et puis donc ça, c'est la partie club, mais il y a évidemment beaucoup d'interactions, avec les partenaires, avec les diffuseurs, avec la presse parfois, avec les institutionnels. Mais le rôle de la ligue, bah, c'est d'essayer d'assurer, ce rôle qui est commun à tous les clubs, vis-à-vis des différents interlocuteurs, quoi. Donc il faut, bah, organiser les championnats. Les organiser, ça veut dire à la fois, les gérer, les commercialiser, les réguler, les promouvoir et Mmh. bah, c'est cet ensemble qu'on essaye de faire et que les équipes s'attachent à faire vivre au quotidien. Donc tu l'as très bien expliqué les différents rôles de la ligue. Hem, Elle promouvoit du coup les 3 compétitions professionnelles, c'est-à-dire le Top 14, le Pro D2 et le Super Sevens. Ouais. On a les 3 boucliers, les 3 trophées, derrière nous, Mmh. hem, qui sont magnifiques d'ailleurs. Je ne savais pas que celui de Pro D2 pesait si lourd. C'est vrai que c'est le plus lourd, ça les prend c'est très C'est lourd. un âne mort. C'est pour ça que le voleur de Montauban doit être un peu gaillard. C'est clair. C'est un Le indice. Et derrière nous, on a le bouclier Top 14 qui est une pièce, je trouve qui procure de l'émotion. Je crois que tu la regardes, c'est quand même quelque Ouais, chose. oui, j'avais pas osé le toucher avant d'être président de la ligue pour pas que ça me porte la poisse quand Ouais, ouais, j'étais non, mais au Loup, c'est en attendant de l'avoir gagné. quand Mais c'est évidemment le graal de tout rugbyman c'est professionnel, ce bouclier de Brennus, c'est cette le plus image du bel cap objet du rugby ouais, français. ouais, cette image du Mmh. capitaine de chaque équipe qui l'a soulevé, qui l'a eu dans ses mains, ça y est, tu sens qu'il se dégage quelque chose de ce bouclier de Ouais, Brennus. évidemment qui C'est Ça me permet de parler Top 14 qui est actuellement le grand, le plus puissant, le plus beau, le plus compétitif, comment le terme qu'on veut, championnat du monde. Les chiffres sont dingues. 16 000 spectateurs dans chaque stade en moyenne. L'UBB, par exemple, est à 32 000 spectateurs de moyenne, à guichet fermé. Je crois qu'on a 6 ou 7 clubs qui sont à guichet fermé en permanence, même des clubs de Pro D2 comme Provence Rugby. On a 600 000 spectateurs en moyenne sur Canal+ le dimanche soir. Je crois que c'est plusieurs millions. J'ai le chiffre, 5 millions pour la finale. Même les demi-finales, bah, justement à Lyon, guichet fermé, des millions de spectateurs. C'est un rayonnement international. Enfin, il est incroyable ce «produit» entre guillemets qu'est le Top 14. ouais, c'est vrai que c'est je sais pas si c'est le meilleur du monde, c'est en tout cas objectivement, tu l'as dit, celui qui attire le plus de monde dans les stades, le plus de téléspectateurs, le plus de stars de ce jeu, le plus de revenus, celui qui verse les plus beaux salaires du monde, les plus grosses masses salariales du monde, tout donc oui, tant mieux, c'est vrai que et je on peut d'autant plus s'en réjouir que c'est, à ma connaissance, enfin non, de manière certaine, le seul sport dans lequel le championnat français occupe cette position de numéro un mondial entre guillemets. Complètement. Donc oui, le premier des jobs qu'on a à faire, c'est d'essayer de maintenir cette position et puis, si possible, bah, de continuer à avancer et la dynamique du rugby est très bonne et l'enjeu, pour le rugby pro, bien sûr, mais pas seulement. On a parlé des parties prenantes, évidemment que la fédération, en est une grosse avec qui on doit travailler main dans la main pour la promotion de notre sport. Ouais, complètement. J'ai une anecdote à ce sujet-là. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande ou aux Fidji, en Nouvelle-Zélande, je bossais pour les Hawke's Bay Magpies qui sont, Ouais. je sais pas si tu vois? Si, si, j'ai des joueurs qui étaient passés par là. C'est ça. Qui est en gros juste en dessous du Super Rugby, le championnat domestique, le top 14 néo-zélandais, regroupé en 14 régions. Et je bossais là-bas en tant que prépa physique D'accord. et c'était vraiment je voyais chez les gens quand je disais que j'étais français, tout de suite, ils me disaient, mais quasiment, de manière, générale, «Ah, en France, au top 14, incroyable». Tant mieux. Et même les jeunes qui jouaient pas du tout encore, se disaient: «Il faut juste que j'arrive à faire quelques mois, en NPC, pour avoir un petit peu d'émulation, pour pouvoir signer en France». Enfin voilà, il y a vraiment cet attrait et même en Fidji où les mecs me disaient: «J'ai envie d'aller en France, même si c'est en 5e division pour me montrer, monter, réussir à attraper ce top 14, cette Pro D2». Enfin, le rayonnement, il est vraiment international et pour le coup, je l'ai vécu, littéralement. C'est pas juste Mais un joli mot. tant mieux si ça attire et c'est très chouette. Après, notre enjeu, c'est de faire que ce rayonnement, bah, il continue à progresser et qu'il croisse à la fois géographiquement Oui, pour qu'au-delà de la Nouvelle-Zélande et des Fidji, ou tant mieux si on est perçu comme ça, mais aussi sociologiquement, ouais. que même les non-fans de rugby ou les non-experts de rugby se disent ça. Ce que a très bien fait la Première Ligue en foot, par exemple, bah, bravo à eux. Le championnat anglais est une référence. Nous, je pense que toute fausse modestie mise à part, on est sans doute la première ligue là-dessus, mais et cet enjeu, il est aussi global au rugby d'avoir une croissance qui soit à la fois géographique pour aller sur de nouveaux territoires et sociologique pour aller sur des nouveaux profils de personnes. C'est vrai en France aussi, où il faut qu'on arrive à croître à la fois dans les régions où il y a moins de rugby et puis dans les catégories où c'est pas forcément naturel sur nous, hein. Comment on fait pour aller choper ces gens qui sont pas fans de rugby, qui
qui font partie de ces peut-être 5 millions qui regardent la finale, Ouais. mais pas plus. Et bah, voilà, faut qu'ils viennent plus. Je trouve que, ouais, leur faire goûter, c'est sans doute le plus important. J'aime bien dire qu'on a un taux de satisfaction de quasiment 100. En gros, ceux qui viennent dans un stade Un se peu disent: d'engagement. «Ah bah tiens, c'est très sympa». Voilà, mais C'est du vrai. coup, faut les faire venir et s'ils viennent une première fois, peut-être qu'ils reviendront parce qu'ils auront vu que c'était sympa, qu'on avait des différences, notamment par rapport au foot, qu'on pouvait y aller en famille. Moi, j'adorais quand ma femme, qui a à peu près mon âge, se disait: «Bah, plutôt que d'aller au resto ou au ciné avec des copines, on va venir au match». Elles sont pas dans la cible a priori de la Ouais. fan de rugby telle qu'on imagine, quoi. Même Elles si ont elles le jamais joué. consomment différemment, parce qu'elles vont, je sais pas moi, Exactement. boire des coups, s'amuser, regarder un petit peu en même temps Et que notre enjeu, c'est de faire comprendre que tout le monde a sa place à la fois sur un terrain de rugby. On est quand même le seul sport où on va d'1,60 m à 2,10 m et de 70 kilos à 140 sur le même terrain. Donc, quel que soit son gabarit, sa provenance, son parcours, son sexe, sa couleur, ses croyances, sa classe sociale. sa classe sociale, on a sa place à la fois sur un terrain si on veut jouer ou dans un stade, tout simplement pour venir regarder et passer un bon moment. Et on n'a pas besoin de comprendre absolument toutes les règles ou si c'est le pilier gauche d'un côté ou de l'autre qui a été en faute dans une mêlée pour s'enthousiasmer, en gros. C'est ça. Donc, Quelqu'un qui avait peut-être réussi à casser cette barrière, je pense à Max Guazzini, qui avait vraiment mis ce côté très, social et global avec le calendrier du stade, avec cette couleur rose, avec des choses comme ça. Il était assez précurseur et donc ma belle-mère me parle de ça, du calendrier du ouais. stade, de Zarzeski et Vincent Clerc, tu vois? Là, tu sens que tu as eu un écho, le problème, c'est quand en ligue, tu es aussi une institution qui se doit d'être, cadrée et pas juste un club. C'est quoi le juste milieu pour aller chercher des gens, mais en même temps rester, Bah, le gros du clean? travail, donc la ligue, on essaye d'être clean et de créer les meilleures conditions possibles. Mais le gros du travail, il est évidemment fait dans les clubs. Donc c'est pour ça que c'est l'occasion de rendre hommage à tous les présidents, les actionnaires, mais aussi les salariés, les dirigeants, et puis tous les acteurs, joueurs et entraîneurs évidemment en premier lieu, pour justement bah, donner cette envie de venir voir du rugby, de venir participer à la fête du rugby. Et bien sûr que le gros du travail, il est fait dans les clubs. Tu parlais de Bordeaux, génial de voir à quel point Chamandelmas est une fête. Quand tu entends la Peña Bayona en entrant sur un match à Bayonne, maintenant je peux chanter officiellement, même quand j'étais au Loup Rugby, j'avais envie de chanter alors que j'étais le président de l'équipe d'en face. Donc ça c'est génial quand on voit que La Rochelle est à guichet fermé depuis plus de 5 ans. Ça Vannes. c'est voilà exactement. Vannes, cette région qui Et ce s'est que fait Vannes, ce que fait Nevers, ce que fait Nice, ce que fait Rouen, bah, justement d'ouvrir des nouveaux territoires, ça va très bien. Et donc Max, effectivement, l'a fait bah, justement pour ouvrir le rugby à un nouveau public. Et rendons hommage non seulement à lui, mais à tous bah, les dirigeants qui œuvrent à ça et qui font que bah, aujourd'hui, ouais, on vient pousser les portes d'un stade, même si on n'a pas joué, pourvu que ça dure et pourvu que ça s'étende, quoi. Et donc nous, il faut qu'on essaye d'accompagner ça. Il y a des projets un peu innovants pour essayer d'aller chercher ça justement? Bah, Ou des en tout cas des volontés de faire des choses un peu nouvelles? il y a des volontés, oui, enfin des volontés bien sûr, des actions, oui, il y en a par les clubs qui à OK, chaque fois, bah, mettent mais des choses en pas la place. ligue. La ligue, bah, il y a eu les grosses innovations, ça a été les demi-finales qui sont sur une même semaine et un même site sur 2 jours, ce qui fait un côté un peu festival du rugby et ça c'est pour qui n'a pas fait des demi-finales de rugby, il faut venir. Là, ce sera à Marseille au Vélodrome cette année et on sait que l'Orange Vélodrome sera plein dans les 3 jours qui vont suivre la mise en Bien onde, sûr. bien avant de connaître les protagonistes qui Ouais. joueront les demi-finales. Et donc ça, bah, c'est des très beaux projets qu'il faut continuer. Là, les gros projets qu'il y a dans les cartons, c'est une éventuelle Coupe du monde des clubs. Évidemment que ça fait rêver de savoir quel est le meilleur club du monde. Donc on envisage ça peut-être en On en 2029. Il faut évidemment qu'on arrive à valider bah, toutes les étapes, trouver un oui, format, il va un y avoir beaucoup calendrier, d'étapes. un business plan. Il va y en avoir beaucoup. Il y en a beaucoup, mais il faut pas qu'on traîne. Et si on doit mettre ça en place, il faut qu'on y voit clair, je pense, d'ici début 2026. Ouais. Et ça pourrait être une innovation qui doit se conjuguer bah, avec toutes les exigences qu'on a à côté, nos championnats, les performances de l'équipe de France, la santé des joueurs. C'est évidemment des sujets qui tous sont essentiels. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver les bons équilibres pour mettre ça en place. Et surtout que ça me permettrait de répondre enfin à ce grand débat que tout le monde me pose et des discussions on en a eu là-dessus, quel est le meilleur rugby, hémisphère sud ou hémisphère nord? Moi Eh qui ai bossé ben, à l'hémisphère sud, ouais. ça serait très Et intéressant. ben voilà, on a une Coupe du monde des nations qui permet d'y répondre une fois tous les 4 ans au niveau des nations. Pour l'instant, l'hémisphère sud mène assez nettement. On espère
j'espère qu'en 2027, ce sera non seulement le Nord, mais en plus la France qui l'aura. Et peut-être qu'on pourra répondre à la question en 2029 sur quel est le meilleur club du monde. Tu l'as dit, cette ligue, elle doit promouvoir, ce rugby. Elle le promouvoit, le modèle économique, il est assez clair, tu vas, je pense, nous l'expliquer, mais autour des marques, des partenaires, mais ça en co-création, co-distribution avec le diffuseur Bien historique sûr. qui est Canal. Ouais. Tu nous plonges un petit peu là-dedans et dans ce modèle économique? Ouais, pour faire simple, il y a 4 grandes sources de revenus, au sein de la Ligue nationale de rugby, qui a pas vocation à gagner de l'argent en elle-même, mais à en avoir le plus possible pour le reverser au club. Donc il y a le modèle de la Ligue, puis après le modèle des clubs. La Ligue d'abord, d'où viennent les 4 grosses sources de revenus, très majoritairement des droits télé. Donc effectivement, une énorme, priorité, grâce à Canal+, qui est pas seulement notre diffuseur, mais qui est un vrai partenaire. Il est évident qu'ils ont joué un rôle absolument majeur dans la croissance du rugby. On va dire qu'on a grandi ensemble et ça depuis le début, enfin depuis le début de la ligue, donc en 2000, mais même avant ça. Donc évidemment que ben il faut leur témoigner toute la gratitude et puis la confiance pour l'avenir aussi, parce que on y voit clair jusqu'à 2032. On sait qu'au moins jusqu'à 2032 on sera ensemble et humblement j'ose espérer qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête en 2032 parce que c'est un partenariat qui fonctionne. Gagnant-gagnant en plus. Exactement, voilà. Donc Ça, très clairement, si c'est pas indiscret, ça représente combien de pourcentage, du ça budget? représente, les chiffres sont publics, donc c'est à peu près 140 millions sur 200, enfin 130 millions à l'heure actuelle, et ce sera 140 millions en fin de cycle, sur à peu près 200 millions d'euros de budget de la ligue. Et ça et sur à peu près 200 millions de budget. Ah oui, d'accord. Voilà, Oui, donc, les exactement. 2 tiers, un gros 2 tiers. Quasiment 2 tiers, voilà, exactement. Donc évidemment que ça, c'est notre première source de revenus. J'y ajoute France Télé qui codiffuse la finale aussi, même si on n'est pas dans les mêmes proportions, mais c'est évidemment extra d'ouvrir le rugby au plus grand nombre. Donc première chose, les droits télé. 2, les droits marketing. Là, on a un certain nombre de partenaires qui nous accompagnent. On va citer que les 3 plus gros, que sont la Société Générale, la GMF et Penny Lane, mais après il y en a beaucoup d'autres, et pardon de ne pas avoir le temps de tous les citer pour que ça vienne, mais c'est évidemment un accompagnement qui est absolument précieux et qui, ça, est la deuxième source de revenus. 3, il y a la billetterie Tu peux nous donner le des pourcentage phases à peu près finales. aussi ou pas? Après, ça va faire, oui, on va dire, allez, en gros 20 millions sur, Mmh. là-dessus. Après, il y a les billetteries et hospitalité des phases finales. Il faut savoir que les demi-finales, finales, enfin, et même les barrages de top 14 comme de Pro D2, c'est organisé par la Ligue nationale de rugby. Voilà. Et puis enfin, il y a les Coupes d'Europe qui, elles aussi, vendent les droits télé et organisent les phases finales, et qui reversent un tiers à chacune des ligues qui sont les 3 ligues qui participent aux compétitions de l'EPCR, donc un tiers pour l'URC, United Rugby Championship, un tiers pour la première ligue anglaise et un tiers pour la ligue. Et donc ça, ça vient faire la 4e source de revenus chez nous. Et donc l'ensemble de ces revenus, tout est mis dans un pot commun, qui sont les revenus de la Ligue nationale de rugby. Et ça, c'est distribué à 70% pour le top 14, à 30% pour la Pro D2. Et après, comment c'est redistribué au sein de ces 70%? Il y a une part qui est la même pour tous, en top 14, pareil, en Pro D2 sur les 30%. Et puis une part qui est faite de la méritocratie. Et cette méritocratie, elle vient bien sûr des résultats de la saison en cours. Bien sûr que le champion a la plus grosse part et le dernier la moins grosse. De la méritocratie sur les 5 dernières saisons, en fonction des résultats des 5 saisons Ça, c'est d'avant. bien, ça je savais pas. Voilà, aussi sur la participation des joueurs GIF. Plus tu fais jouer de joueurs issus de la formation française, plus tu reçois d'argent Un sur bonus la partie équivalent. 1. Et pareil sur les centres de formation. Plus tu fais jouer de jeunes joueurs issus de ton centre de formation, pour simplifier à l'extrême, plus tu touches l'argent. Et ça, c'est vrai en Pro D2 comme en top 14. Une part solidarité, la même pour tous, et une part de méritocratie. Génial. Voilà, en gros, ça à quoi ça sert. Et on redistribue pas l'ensemble de l'argent, parce qu'il y a évidemment des taxes. On contribue aussi à accompagner les projets de la Fédération française de rugby. Donc un peu pour la structuration du rugby en France, c'est les CTC, c'est la nationale qui est une division fédérale. On accompagne un peu Ah, vous financez aussi en partie, ces divisions-là? un petit bout, ouais, voilà, exactement. On y contribue. On finance la moitié des J'ignorais, CTC, conseillers techniques, qui sont en région pour la promotion du rugby. j'ignorais ça. Voilà, on envisage d'accompagner et de récompenser les clubs de rugby amateurs
joueurs qui donnent le goût du rugby aux enfants et qui leur font en rester. Et puis il y a un côté sur la fondation Ferras qui va vers les grands blessés du rugby, qu'on n'oublie pas. Donc une part de la billetterie est reversée pour accompagner les joueurs. Donc voilà, l'ensemble de... Et puis après, on a évidemment des frais de fonctionnement, un petit peu pour le personnel. Et puis évidemment, quand on organise des demi-finales à l'Orange Vélodrome ou au Stade de France, faut louer le stade et organiser tout ce qui va dedans. Les 20 millions de ton salaire. Et pour l'instant, mon salaire coûte pas grand-chose, mais effectivement, il faudra sans doute le financer. Et ça, je m'en remets au président. Mm. Ok, très clair. C'est ultra intéressant et en plus c'est très transparent. Je te remercie, même si c'est public, je pense que 70% de mon audience n'est pas au courant de tout ça. Rien à cacher, donc c'est l'occasion de faire le point là-dessus. C'est marrant parce qu'on va aussi expliquer le salary cap et le statut GIF. Et je pense que c'est pour ça, à la base, que je voulais créer, je voulais faire ce podcast avec toi, pour mettre des mots là-dessus, parce qu'on entend salary cap, GIF de partout. Juste ce que je voulais dire avant, je voulais revenir, j'ai failli t'interrompre. Ça permet de voir que nous, en France, notre puissance de notre championnat, c'est aussi notre diffuseur, c'est aussi Canal+. C'est ça Bien qui fait sûr. qu'on est puissant. Et on a beaucoup de problématiques autour de la Coupe d'Europe, pardon, avec les clubs anglais, avec rendez-vous bien compte que les provinces irlandaises, qui ont pas un énorme diffuseur comme ça, qui donne des centaines de millions, des dizaines, ont besoin de cet argent et ne dépendent quasiment que de cette campagne européenne pour financer un peu leur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats, c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de guéguerres entre les différents pays. Mais nous, le fait d'être entre guillemets, roi en son propre royaume et d'avoir un budget local fort, ça permet aussi d'envisager de façon complètement différente cette Coupe d'Europe. Ouais, alors on y est attaché quand même parce que c'est une Ah très oui, belle compétition et sportivement, c'est extra. Après, c'est vrai qu'elle représente moins dans la part de nos revenus que ce qu'elle peut représenter chez nos partenaires, que ce soit l'URC ou la Premiership anglaise. Donc oui, c'est une évidence. Après, au sein d'un collectif, il faut évidemment se mettre d'accord. C'est pas toujours évident parce que tu l'as dit, les situations sont différentes, donc les intérêts sont un peu différents. dépendance. Exactement, et on dépend les uns des autres aussi. Oui. On nous demande souvent pourquoi vous avez accepté les Sud-Africains. Peu importe ce qu'on en pense, le fait est que si on voulait continuer à jouer avec l'URC, donc avec les Irlandais, les Écossais, les Gallois et les Italiens qui les avaient rejoints avant à l'Afrique du Sud, dans la mesure où ils ont pris les Africains du Sud dans leur championnat, si eux peuvent qualifier des équipes d'Afrique du Sud, évidemment qui participent à notre compétition. Et c'est soit on a toujours le choix de se retirer, soit on accepte avec les contraintes que ça impose. Donc bien sûr que c'est des contraintes et que c'est compliqué pour les équipes qui doivent aller jouer là-bas. Après, elles amènent aussi leur potentiel sportif. Permet quand même de voir sur le terrain pas mal de champions du monde, même dans la mesure où ça fait 2 fois qu'ils sont champions du monde. Donc et l'énorme majorité de leurs joueurs jouent dans leur franchise. Voilà. Et puis après, leur droit télé, le partenaire principal de l'Investec Champions Cup, Investec est sud-africain en grande partie. Donc oui, évidemment qu'à chaque fois, il faut se mettre d'accord avec nos partenaires et c'est pas toujours facile, même si c'est pas toujours des solutions idéales. Ce budget de la Ligue, il est conséquent, cette redistribution, elle était très claire. Juste pour vous faire vous rendre compte de la puissance de ces chiffres, quand on compare les droits télé, entre la Ligue 1 et le top 14 de la Ligue 1 qui a un petit peu gambergé autour justement de ce partenariat, hem et je pense qu'il a profité aussi au rugby, il ne faut pas s'en cacher. Ce lien historique entre le rugby et Canal+. Le champion de première division en Ligue 1, il touche 30 millions, en top 14, 9 millions. Et par contre, le dernier de la première division en Ligue 1 touche 3 millions, alors que celui de top 14 touche 5,8 millions d'euros. C'est des chiffres qui sont publics, donc je me permets de les citer. Donc rendez-vous bien compte qu'on est quand même à des années-lumière du foot en termes d'influence et de reach, comme on dit, global. Le champion de Pro D2 aussi, il gagne plus, 2,7 millions, que le champion de la Ligue 2, 1,8 million. Enfin, on est sur des sommes où on est venu concurrencer et même dépasser dans certains secteurs le foot qui est l'acteur historique. Ouais, c'est vrai dans la distribution de l'argent. Donc effectivement, alors à la base, il y avait moins de revenus, surtout quand on voit d'où vient le foot, mais ça montre que le choix de la fidélité et du partenariat, quand on a toujours fait avec Canal+, il permet de construire sereinement et d'avoir de la visibilité. Donc oui, tant mieux si
les clubs de top 14 ou de Pro D2 touchent plus que certains de Ligue 1 ou de Ligue 2, enfin tant mieux pour le rugby et bon, au foot, on leur souhaite que le sport français aille bien là-dessus. Mais c'est vrai aussi en termes d'audience. Il y a évidemment beaucoup plus de téléspectateurs sur un week-end de top 14 et de Pro D2. C'est un peu plus de 2 millions de téléspectateurs sur Canal, en l'occurrence 2,7 millions le week-end dernier au moment où on se parle. C'est des audiences pour les finales qui font ça. Et puis c'est vrai aussi au niveau international, où je crois que la semaine du France-Écosse destination, le foot, je crois que il y avait un France-Croatie qui avait fait pas tout à fait 5 millions. Le France-Écosse avait fait 9 millions. Voilà, et effectivement, les finales de top 14 ont fait un peu plus de 5 millions. Donc oui, c'est des audiences et tant mieux si le rugby va bien et essayons de surfer cette vague et surtout de l'entretenir, quoi. C'est extraordinaire. Ça, c'était pour le côté cool. Bon, il n'y a pas que du cool. Il n'y a pas que du cool. Mais il y en a Vous aussi. savez, la partie, tu l'as dit aussi, le rôle de la LNR, c'est de réguler Ouais. ce championnat. On l'a dit en introduction, ce championnat, il est extraordinaire. Il n'y a que 5 ou 6 points entre le premier et le 12e, à l'heure où on se parle, à la 9e journée de top 14. Au moment où il sortira, ce sera la 11e. On va commencer par... on va mettre les pieds dans le plat, le salary cap. Grosso modo, tu vas l'expliquer mieux que moi, c'est comment on régule pour pas que ça devienne un peu n'importe quoi et que l'équipe qui a le plus de budget puisse recruter, j'allais dire la moitié de l'équipe de France, c'est déjà le staff, je veux pas. Mais ça, c'est d'un point de vue sportif, mais qui puisse faire Ouais. n'importe quoi et devenir une super domination qui enlèverait toute compétitivité de base. Mais d'accord que le premier intérêt du salary cap, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer? Exactement. Le salary cap, c'est effectivement une règle toute simple qui fait qu'on se met une limite, elle est publique, c'est 10 700 000 € pour constituer son effectif et payer ses joueurs. Et après, on a Partie le droit. professionnelle seule. Partie professionnelle et espoir. Voilà, exactement. Enfin, espoir avec un contrat pro. Donc ces 10,7 millions, ça doit servir à payer l'ensemble des joueurs d'un même club. Et on a le droit à un crédit de 180 000 € à l'heure actuelle par joueur qui est sur la liste premium de l'équipe de France. Ok. Voilà, donc le club qui a 10 joueurs sur cette liste, il a droit à 1,8 million de plus Bonus. là-dessus. Le joueur qui a 2 joueurs sur cette liste, il a droit à 360 000 de plus. C'est pas un bonus financier, Oui. c'est un droit à dépenser. Voilà, donc, Sur les sélections de l'année dernière, comment ça se passe? Parce que tu peux ouais, très bien avoir la liste, elle la est section qui en a 4 et puis l'année d'avant ouais, 0. la liste, elle est établie sur les joueurs qui ont été le plus sollicités par l'équipe de France sur tournois destination, tournée d'été et tournée d'automne. Ok. Ouais, exactement. Donc on sait, là, fin novembre, on saura la liste pour la saison prochaine. Donc ça permet aux clubs d'avoir une visibilité et de savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit de dépenser. C'est un garde-fou qui est absolument essentiel. Tu l'as dit, pour la compétitivité de nos championnats, parce que ça évite que peu importe qui que ce soit, mais un milliardaire, un État arrive et dise là où tout le monde dépense aujourd'hui, on va dire entre 8 et 13 millions d'euros, moi je vais mettre 100 millions d'euros. Évidemment que ça permet le fait qu'il n'y ait pas une telle différence et qu'il y ait un gap entre celui qui dépense le plus et celui qui dépense le moins qui soit restreint. C'est évidemment un gage de compétitivité. Si on se compare au foot, j'ai l'impression que chaque mois de septembre, on sait que le PSG va être champion. Nous, on a très souvent 10 clubs qui peuvent être champions à la dernière journée de saison régulière. En l'occurrence, ces 3 dernières années, ça a été Toulouse, mais bravo à eux, alors qu'il n'y a rien d'acquis et qu'il y a rien d'acquis en début de saison et que c'est pas écrit à l'avance, quoi. Donc très clairement, gage de compétitivité. Après, gage de durabilité des modèles aussi, parce qu'on a parlé des revenus de la Ligue, mais ce que reverse la Ligue à chacun des clubs, c'est en gros, suivant le club, entre 10 et 30%, 20% en moyenne, des revenus d'un club. Et le club va après avoir sa propre... budget global annuel. d'un club. Si on fait le club moyen, il va vivre en grande partie de ses partenariats et de ses hospitalités, donc les sponsors qui vont être sur le club. Et puis après, à parts égales entre les revenus ici de la Ligue, de sa billetterie, et puis parfois il va avoir des activités annexes, les buvettes, un restaurant, de l'événementiel, que sais-je, chacun a son propre modèle. Voilà, chacun a son propre modèle. On a parlé de ces bidilous et chacun essaye de trouver des relais de croissance qu'il peut. Donc, c'est aussi le salary cap. Du coup, c'est intéressant parce que par exemple, ça, tous ces revenus que tu avais développés au nom Ouais. ne rentraient pas dans le secteur pro. Si, alors ça s'était consolidé au sein de la SASP. Les clubs sont l'énorme majorité des sociétés anonymes sportives, exactement, et qui après, toutes ces SASP, tous ces clubs vont vivre en partie sponsoring et hospitalité, revenus de la Ligue, billetterie,
Puis après, buvette pour ceux qui en ont, restaurant pour ceux qui en ont, événementiel pour ceux qui en ont. Le Loup avait en plus de ça, beaucoup de restauration, un hôtel, Mmh. de l'immobilier et Ouais, chacun fait après, son propre mix en fonction de ouais, comment il veut gérer son club et des opportunités qu'il a pour trouver d'accord. des croissances. Voilà. Mais l'énorme majorité de ces clubs est déficitaire. Donc ça veut dire que l'argent que verse la ligue ou qui gagnent par leurs propres moyens ne suffit pas à équilibrer les comptes. Donc il est bien évident que le fait de limiter la masse salariale, c'est aussi un gage de limitation de ces déficits parce que c'est l'occasion de dire merci à tous ceux qui sont là, présidents, actionnaires, qui s'engagent pour leur club et pour leur permettre de continuer à exister parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, si elles n'avaient pas ce soutien, seraient en faillite. Et quand je disais entreprise, là en l'occurrence, c'est Mais des ça, clubs. Dans une entreprise normale, il y en a beaucoup qui feraient faillite et Dieu merci, enfin merci à eux surtout, il y a des gens pour combler ces trous. Et, voilà. Et donc le fait d'avoir un salary cap évite de partir dans une course à l'échalote. Un, pour que le plus riche soit celui qui gagne parce qu'il pourra dépenser 1000 là où les autres n'ont que 100 à mettre. Et d'une autre manière, à essayer de limiter les dépenses des clubs pour pas qu'il y en ait qui fassent défaut. Voilà, si on se compare à l'Angleterre, typiquement, ils jouaient à 14 il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, ils sont 10. Il y a 3 clubs qui sont partis au tapis parce que justement, ils ont fait faillite. Donc oui, c'est parfois limitant. Ça empêche certains joueurs de gagner plus alors qu'ils pourraient y prétendre s'ils étaient dans notre sport. Donc j'ai parfaitement conscience des contraintes que ça impose. Ça oblige les clubs, eux aussi, qui parfois voudraient gagner, auraient les moyens de dépenser plus, à se limiter et à faire des arbitrages. Mais il faut voir que tout ce que ça fait à côté, ça permet à l'ensemble des clubs à l'heure actuelle de continuer à survivre, de faire vivre un écosystème qui est encore, enfin, emploie 2000 joueurs. Hein. Il n'y a pas que les stars, il y a 2000 joueurs qui vivent grâce à cet écosystème du rugby professionnel français, et puis un peu plus de 1000 salariés d'une manière générale. Donc voilà, l'ensemble consolidé, c'est un poids économique d'1,3 milliard d'euros. Donc c'est un business économique aussi, et évidemment que le salary cap est un des garde-fous qui permet de vivre à la fois dans un modèle où on ne connaît pas de champion à l'avance et un modèle où on essaye de fidéliser, de pérenniser les modèles économiques. J'avais pas en tête, c'était de pérenniser et de mettre un garde-fou. Et Ça paraît tellement logique. c'est important, Ouais, voilà, c'est important, oui. exactement. Tu disais que la quasi-totalité des clubs sont est-ce qu'on peut citer ceux qui ne le sont pas? Pas la quasi-totalité, mais enfin, il y a 4 clubs qui sont, bénéficiaires ou à l'équilibre en France. Pour l'instant, c'est pas public, D'accord. je crois que, ouais, chacun voudra, enfin, on laisse à chacun le fait de communiquer. Ça le deviendra. On a voté le fait que, les pas les comptes détaillés, mais que les situations des clubs soient communiquées et que le rapport de l'ADESR, Autorité de régulation du rugby, qui a pour mission de vérifier à la fois la sincérité des comptes de chacun des clubs et justement leur situation financière pour s'assurer qu'ils ne feront pas défaut et que les salaires seront payés tant pour les joueurs que pour les staffs, que pour les salariés tout au long de la saison. Et ce rapport, il sera rendu public, enfin, avec les noms des clubs à partir de la saison prochaine. Forcément, quand on met une règle, on a envie de jouer avec cette règle. Heu, Hem, j'enregistrais un épisode avec Stéphane Drake, qui est un agent de joueur que tu as dû côtoyer, ouais, en étant au Loup. exactement, on a travaillé Qui ensemble de disait temps en qu'en temps. effet, de bonne foi, il disait que maintenant c'est très complexe de monter des contrats parce qu'il faut faire attention sur chaque point ou que ça rentre pas dans le salary cap. Est-ce que et c'est aussi ce que disait Antoine Dupont, récemment, est-ce que ce côté promotionnel que j'ai fait, avec une marque qui me soutient moi à titre personnel en tant que joueur, mais en même temps, est-ce que ça viendrait pas être un salaire déguisé, qui rentrerait à ce moment-là dans le salary cap? Tout ça, c'est des choses un petit peu complexes. Il y a eu un énorme scandale, je crois que c'est en NBA, là-dessus, il y a quelques mois là, où en fait tu te rendais compte que le sponsor principal de la team payait, plusieurs millions, à un joueur, Kawhi Leonard en l'occurrence. Donc ça fait jaser parce que du coup tu reprends les règles. Ta vision, ta réaction par rapport Ouais, à alors ces justement choses-là? sur cet épisode NBA, il va y avoir des sanctions extrêmement dures contre, le club et ses dirigeants et le joueur, parce qu'effectivement à partir du moment où il y a une règle, c'est évidemment une garantie d'équité, donc il faut qu'elle soit les mêmes pour tous et Bien sûr. respectée par tous. Oui, ça impose des contraintes, on va pas le nier et c'est dur. Après les joueurs, effectivement,
tout ce qui rentre dans le salary cap, c'est en gros ce qui est constitutif de la décision du joueur de venir dans ce club. Donc il y a évidemment un salaire, parfois des avantages en nature à côté, ça peut être un logement, une voiture, des primes, parfois une aide d'un partenaire du club qui va venir, tout ça, ça rentre dans le salary cap. Après, le joueur, il est évidemment maître de son image individuelle, donc il peut la commercialiser, en disposer, avec toutes les boîtes qu'il veut, tant qu'elles ne sont pas partenaires du club. C'est ça qui parfois peut être contraignant, et je le comprends, mais si malheureusement cette règle n'existait pas, bah, ça serait un outil très facile de contournement du salary cap. Mettons que tu sois partenaire de mon club, tu me donnes 1 million par an, je te dis, donne-moi seulement 500 000 et tu vas donner 100 000 au joueur A, 100 000 au joueur B, 100 000 au joueur C, et ainsi de suite. Bah, évidemment que ça va gonfler mon salary cap et ce sera inéquitable par rapport aux autres. Donc oui, bien sûr, c'est une contrainte parce que il y a évidemment des partenaires de clubs qui souhaiteraient être partenaires des joueurs aussi. Malheureusement, on n'a pas trouvé une solution qui permette de ne pas mettre fin au salary cap en mettant là-dessus. Donc Ouais, c'est ça. Que tu pourrais te dire que honnêtement, un partenaire voudrait aussi être partenaire il y en a beaucoup qui sont de joueur, bonne ouais. foi, mais effectivement, malheureusement, C'est la limite. C'est dur, hein, de réguler là-dessus, hein. c'est dur de réguler, voilà. Et alors c'est contraignant et on en est désolé pour ceux qui subissent ces contraintes parce qu'effectivement, certains pourraient prétendre à plus, soit des clubs à dépenser plus, soit des joueurs à gagner plus. Mais c'est une contrainte nécessaire pour l'ensemble de l'écosystème. Et après, bah, justement, on est en train de travailler, et c'était un des engagements qu'on avait fait, de revoir le salary cap, tant sur ses fondamentaux, ce qui est constitutif du plafond, donc le montant du plafond, de l'accompagnement sur les internationaux, toutes les règles annexes. Et justement, bah, on est en plein débat à l'heure actuelle avec les présidents pour essayer de voir s'il y a des ajustements bah, qui peuvent nous permettre d'améliorer le système tout en gardant bah, le côté absolument essentiel que les règles soient les mêmes pour tous et qu'elles garantissent à la fois la compétitivité et la durabilité des championnats et la durabilité des modèles économiques. Et en même temps, arrêtons de râler sur quelque chose qui est absolument nécessaire et qui devient la norme dans absolument toutes Voilà. les énormes compétitions Et qu'on qui, connaît, la NBA, la NFL, la Première Ligue, tout le monde fait ça parce que tout le monde, justement, ne l'a pas fait assez tôt, assez vite et est devenu dans des dérives complètement aberrantes. Justement, en NBA, où il y avait plus de 2 équipes qui gagnaient et c'était tout et le reste des matchs était ennuyant et chiant à mourir, pour dire exactement. les termes, donc Et malgré tout, ça n'empêche pas, bah, j'espère, le top 14 d'être le championnat qui attire le plus de monde dans les stades ou devant la télé. Les clubs français qui versent les plus grosses masses salariales du monde su l'écart entre joueurs bah, de rester assez raisonnable, même s'il est évidemment qu'il faut qu'il y ait une rémunération au mérite et que ceux qui méritent plus gagnent plus que ceux qui méritent moins. C'est parfaitement logique. Et voilà, d'avoir un championnat qui fonctionne et de faire vivre un écosystème de 2000 joueurs. Donc voilà, il y a des contraintes, mais évidemment pour un but collectif. Et c'est ça notre rôle, d'essayer bah, de faire que la collectivité en profite, même si évidemment il y a certains intérêts particuliers qui sont heurtés par ça. c'est sûr. Et tu vois, c'est là l'intérêt d'avoir un président de club qui vient là-dedans, qui a fait pendant 13 ans, qui a eu la Je suis volonté frotté à ces contraintes, de se évidemment. frotter aux contraintes et de les améliorer et en même temps, c'était la nécessité, donc je trouve ça tout à fait cohérent. Il y a une règle qui a été absolument exceptionnelle. Je sais pas c'était sous quel bilan qu'il y a eu les gifs? C'était sous Paul Bouze? C'était Les sous René gifs, je Busquets? crois que c'était même avant, je dirais Avant? Pierre-Yves Reval. Pierre Yves. Voilà. Quelle quelle, Ouais, quelle règle extraordinaire qui a redynamisé l'équipe de France, qui a permis de compenser l'attrait des stars étrangères justement pour le top 14 en mettant de l'attrait sur les jeunes pépites qui en plus ont répondu présent. Le nombre de jeunes joueurs là qu'on a dit qui ont explosé, on a eu, je sais pas, je te parlais de Marc Padrao, de Hugo Reus, de il y a des milliers d'exemples sur ces dernières années et c'est tant mieux. Chad Mousquet, je parle de gens qu'on a reçus sur le podcast, tu vois, D'accord. qui va sortir là. C'est tous ces mecs-là, je pense, avant les gifs, n'auraient peut-être pas eu l'opportunité juste de jouer en fait. Ouais, GIF, du coup, j'imagine que tout le monde là, joueur issu de la formation française. Pour être GIF, il faut soit avoir fait 3 ans de centre de formation en France, soit avoir 5 ans de licence fédérale avant ses 18 ans en France. Donc en gros, c'est une énorme majorité des GIF sont bien sûr français. On n'a pas le droit, pour des règles de droit européen, de pas être discriminant sur le fait de dire faut des joueurs français. Mais évidemment que l'énorme majorité des GIF sont français. Mais il peut y avoir des exceptions. Il y en a des marrantes, quoi. Enfin, un Josh Tuisova, par exemple, est GIF alors qu'il est fidjien.
encore pire, pire avec un sourire, les frères Armitage, qui sont internationaux anglais, sont gifs parce qu'ils ont grandi à Nice et ils ont ces 5 années de licence fédérale. Donc voilà, mais effectivement, c'était parti du principe qu'il y avait certains postes qui étaient difficiles à pourvoir en équipe de France parce que à l'époque, je me souviens beaucoup des piliers droits et des ouvreurs, en l'occurrence, étaient principalement, enfin, il y avait une majorité de piliers droits et d'ouvreurs étrangers dans le championnat de France. Le fait d'avoir mis cette règle a permis à toute une génération, enfin à des générations, d'émerger là-dessus. Donc c'est encore une fois une règle qui est contraignante pour les clubs, mais qui a des vertus, oui, on espère, de faire émerger des joueurs jeunes, descendants, et ça, justement. Donc il y a cette règle qui est contraignante d'un côté et qui est récompensée. Plus on fait jouer de gifs dans son club, plus on touche de droits télé sur la partie méritocratie. C'est pas Ouais, bien seulement le sûr. sportif, c'est aussi les gifs Et il y a un et lien les direct centres de formation. et il y a un lien direct entre les performances de l'équipe de France et la mise en place de Bien ça. sûr, exactement, parce que évidemment que l'équipe de France reste la vitrine du rugby français et c'est évidemment un des sujets principaux qu'on a en commun avec la Fédération française de rugby, avec qui on a un combat commun pour le rugby, sa pratique et ses valeurs. Donc évidemment qu'on a beaucoup de sujets en commun, des intérêts qui sont parfois pas divergents, mais enfin qui peuvent être particuliers sur certains points. Il faut qu'on arrive à trouver des compromis pour essayer de respecter 3 objectifs principaux et chacun est absolument essentiel. En 1, la santé des joueurs, évidemment, des pratiquants. 2, les performances de l'équipe de France. 3, les performances des clubs et des championnats. Évidemment, quand on veut faire les 3 à la fois, il faut trouver des équilibres parce qu'il y a parfois des antagonismes en fonction à un moment donné pour un de ces 3 objectifs. Ouais, c'est clair. Toujours cette frustration pour moi moi, c'est vraiment un truc qui me frustre. Je comprends tout à fait tous les enjeux de tout le monde, et du diffuseur et de la ligue et de la fédé. Ce qui me frustre vraiment énormément, c'est cette tournée d'été là, qui me frustre à un point où en fait, c'est super, hein, de former plein de jeunes, et cetera, mais je trouve ça tellement dommage, on a tellement peu de rendez-vous, heu et en même temps, il y a pas le choix, il y a encore des phases finales qui se jouent. Enfin, pour moi, c'est vraiment cette période cruciale. Je trouve que on a trouvé un bel équilibre sur le 6 nations surtout qui est beau. Même là, sur cette tournée, peut-être des joueurs qui viennent, qui repartent, ça se fait plutôt bien, les joueurs répondent bien à ça, les staffs sont contents des 2 côtés. Cette tournée d'été là, ouais, qu'est-ce qu'elle est embêtante celle-ci. Tu te dis qu'elle même à l'arrivée de cette coupe du monde en Australie là, tu as envie d'occasion d'aller affronter la Nouvelle-Zélande avec ton équipe type. Mais en même temps, tu comprends de l'autre côté, enfin, tu comprends ma frustration en tant que passionné là, pur et Bien simple, hein. sûr, ouais, avec ça, enfin, si c'est le fruit d'un travail pour trouver les bons accords, avec le sélectionneur. Je me mets à la place du sélectionneur qui est très contraint par ça, mais encore une fois, la santé des joueurs est essentielle. Si on disait, on ne fait pas jouer les internationaux pour préserver la tournée de juillet et qu'on avait des phases finales de top 14 sans les joueurs premium de l'équipe de France, on en serait déçus aussi. Donc oui, évidemment que, il y a des objectifs qui Ouais. chacun sont impérieux, mais on doit trouver des équilibres. Donc on échange beaucoup avec la fédé. En l'occurrence, au début, il devait pas y avoir un seul des finalistes, puis on s'est dit c'était 5 la saison dernière. On discute pour se dire est-ce qu'on peut trouver des aménagements pour que ceux qui ont moins joué ou qui sont dans les dispositions les meilleurs pour jouer, ça veut faire. Donc ça, c'est le fruit d'un Ouais. dialogue régulier entre la fédé et la ligue, bien sûr, mais aussi entre l'équipe de France et les clubs surtout. Mais je trouve que franchement le travail est à saluer, juste pour tout Oui, le reste de l'année. au général, on a Franchement, quand même une équipe de France qui a gagné le tournoi à destination, chez les moins de 20 comme chez les pros, et un top 14 qui est sans doute un des plus beaux championnats du monde. Donc on y arrive et espérons, l'objectif, ça doit être d'être champion du monde. On n'a jamais réussi pour l'instant, espérons que ça vienne. je crois que là, actuellement, on a quand même la chance d'avoir un intérêt commun, en tout cas une vision globale pour l'intérêt supérieur de rugby français, qu'on a tendance à dire, entre toi en l'occurrence, Florian Grip, je crois qu'on a deux personnages avec ta personnalité toute tempérée et de discussion, c'est ce On qui me parle. s'entend très bien avec Florian, on discute, on parle le même langage. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile de trouver les accords, évidemment, parce que chacun est le représentant et le garant de son institution. Donc oui, on discute non-stop. Et après, je pense qu'on est d'accord sur les grandes masses, sur les objectifs. Maintenant, il faut qu'on arrive à l'écrire pour fonctionner sereinement et efficacement pour l'avenir. Dernier point où je vais être un peu tatillon, là, on a des joueurs qui jouent 9 journées de suite. On parlait de la santé des joueurs, soit c'est moi avec ma casquette de kiné, Ouais. et de prépa physique en charge de la réathlée, du coup,
très exposés aux blessures. Ça fait 3 ans, hein, que ce format il est là, donc c'est pas du tout une nouveauté. Et les joueurs et les clubs sont habitués, je crois, à ça. 9 journées de suite, beaucoup de rotation. J'étais au téléphone il y a pas longtemps avec Nicolas Jean-Jean, qui est directeur de la performance, Ouais, du 15 de France, qui me disait: «Ouais, je t'avoue que c'est compliqué à gérer parce que là, j'ai des joueurs qui ont joué 8 matchs, ouais, 80 minutes et que je récupère là, pour jouer 3 matchs au niveau international». Donc c'est compliqué, ce format, mais en même temps, c'est ça aussi qui fait l'attrait top 14, on va pas revenir là-dessus, on l'a déjà dit. Comment on gère ça? Parce qu'en plus, du coup, on commence à avoir des équipes qui font de plus en plus de rotation, et du coup qui, entre guillemets, «nagent des matchs», on se comprend, avec des scores fleuves. Comment on fait pour, gérer la santé des joueurs, gérer l'attrait et la compétitivité du top 14 et puis en même temps se promouvoir l'équipe de France? ouais. Alors, C'est par des ordre de priorité, la santé des joueurs, évidemment. Donc là, évidemment qu'il y a des managers, enfin, quand je dis managers, des management, parce que c'est évidemment aussi, des staffs médicaux, des managers, des encadrements, des dirigeants, qui essayent de faire au mieux pour que les joueurs soient dans les meilleures dispositions. Après, chacun a ses priorités, que ce soit le manager de l'équipe de France ou des clubs, c'est aussi de gagner des matchs et d'avoir ça. Donc et pour ça, son meilleur intérêt, c'est d'avoir des joueurs qui sont au top de leur forme. Donc bien sûr qu'il faut essayer de composer avec ça et ça, il y a une gestion qui est faite. Après, on est d'accord, typiquement, enfin, on en parlait récemment avec Fabien Galtier, sur le fait que l'idéal, ça serait que les joueurs premium, jouent moins dans leur club pour arriver le plus en forme possible là-dessus. Ça, c'est effectivement, à voir avec les clubs parce qu'il comprend aussi que les managers de clubs ont leurs, exigences, qui est à savoir de gagner le prochain match. Donc il faut, trouver des bons équilibres. Voilà, c'est rarement simple parce que chacun a ses objectifs et il faut que chacun y contribue, quoi. En gros, qu'on arrive à tourner et que la solution, je pense, ça peut pas être simplement, d'enlever le top 14 ou de dire, les joueurs, Mmh. ne jouent qu'en équipe de France et plus en top 14 parce qu'ils auraient du mal à émerger, à atteindre ce niveau, là-dessus. Donc encore une fois, tout est question d'équilibre et pour le coup, le rugby professionnel en fait et on est les seuls, on a un format qui marche bien avec le top 14. Sur la Coupe d'Europe, on a réussi à enlever une date. Avant, il y avait 9 dates, il y en a plus que 8. Alors, il se trouve qu'il y a la Ligue des Nations qui s'est créée et qui fait une date de plus pour essayer de conserver ses équilibres. Mais bien sûr qu'il faudra que chacun fasse des efforts, que ce soit les équipes nationales, ou les managers pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Et ça peut impliquer parfois de rater un match, parce que ce soit en club ou en équipe de France, il faut C'est composer sûr. avec parce que la santé est évidemment le premier des impératifs. Complètement. Et puis tu vois, on parlait de pour conclure, hein, cette partie que je souhaitais évoquer avec toi et je te remercie d'avoir répondu, avec transparence. Moi qui ai côtoyé le rugby des hémisphères sud où et puis même j'ai enregistré un épisode avec Pierre Austruy, qui est un prépa physique, qui était passé par l'UBB, mais qui a fait l'équipe de France l'équipe irlandaise à 7 pendant les JO et là qui est prépa physique en NRL des New Zealand Warriors, qui est le Ouais, championnat australien. Super épisode d'ailleurs, je le salue. Et lui, en fait, tout est plus simple, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou en Irlande, parce qu'en fait, tout est centralisé par la fédé. c'est Les certain. joueurs sont contractualisés par la fédé. Donc, en fait, il nous disait en Irlande, c'est la fédé qui décide, le responsable de la paire de la fédé qui dit: «Ce jour-là, ne joue pas ce match-là et c'est tout. Je m'en moque si c'est le derby, Leinster-Munster, que c'est le match de la phase finale où lui, il ne s'entraîne pas aujourd'hui» parce que donc il disait: «C'est super pour l'équipe nationale» et il dit: «Mais par contre, c'est très, très compliqué quand tu es au sein des clubs, au sein des provinces. C'est compliqué aussi, pour l'attrait du championnat». Donc, tout a Exactement, mais et tu l'as résumé, c'est évident que c'est plus facile pour un sélectionneur en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, parce qu'il a la main sur les joueurs et il est bien évident, que pour un France-Afrique du Sud, en novembre, l'Afrique du Sud, ils sont quasiment ensemble non-stop depuis 6 mois, alors que la France, se sera retrouvée 15 jours avant pour le premier stage. Par contre, on a la conviction que pour avoir une équipe de France forte, il faut un top 14 qui soit fort et bien sûr, cet handicap pour les équipes nationales qu'on ne nie pas et qui est un vrai challenge tant pour le sélectionneur que pour l'équipe de France et pour les joueurs en premier lieu évidemment, heu, bah, ces handicaps sont pendant pareil, c'est d'avoir 30 clubs qui vivent, c'est d'avoir du rugby sur tout le territoire et tous les week-ends, d'avoir un rugby qui soit intéressant, d'avoir, du rugby de très haut niveau à offrir en top 14 comme en Pro D2 toutes les semaines et évidemment qu'on a la conviction qu'un rugby fort d'une manière générale en France, ça passe par des compétitions qui sont fortes, le top 14 en premier lieu évidemment.
Donc voilà, oui, bien sûr, c'est des compromis à trouver, c'est des arbitrages à faire, c'est pas facile, mais au général, ouais, je pense qu'on peut quand même se satisfaire d'avoir sans doute le plus beau championnat du monde et une équipe de France, qui a Ça. gagné l'an dernier et on espère qu'il gagnera. En fait, la résultante, elle est là. Voilà. On veut un top 14 performant, une équipe de France performante et des joueurs qui sont pas blessés parce qu'ils ont pas trop joué. Grosso Voilà modo, c'est les et 3 trucs. rappelons que, les clubs font énormément d'efforts pour essayer de mettre l'équipe de France dans les meilleures Ça aussi, c'est dispositions. vrai. C'est pas le même schéma qu'à l'étranger, mais c'est les clubs qui payent les joueurs au quotidien et c'est la ligue qui indemnise les clubs quand les joueurs sont en équipe de France. Alors que dans l'énorme majorité des autres, Fédé. des autres trucs, c'est les fédés qui soit payent les franchises, soit indemnisent la ligue et les clubs comme en Angleterre quand les joueurs sont en équipe nationale. Chez nous, les flux sont dans le sens ligue vers soit les clubs qui fournissent des internationaux, soit vers la Fédé pour aider à structurer le rugby français. On en est évidemment parfaitement heureux et on arrive, on espère, à trouver les bons équilibres qui, on l'espère, vont nous amener avec toi, notamment en faisant des gros efforts. En année Coupe du Monde, les clubs se privent de leurs joueurs internationaux pour qu'ils puissent faire une préparation qui soit la plus longue et la plus sereine possible pour, on espère, arriver dans la meilleure Ouais. condition. On espère que ça payera en 2027. On le verra bien. Je trouve qu'on est vraiment pas loin de l'équilibre parfait. Une frustration sur les tournées d'été et une frustration sur encore, d'un point de vue prépa physique, 3-4 matchs en trop pour ces joueurs internationaux qui jouent beaucoup, qui sont beaucoup sollicités, 3-4-5 matchs en trop. On n'est pas loin d'avoir trouvé un équilibre qui est On y travaille voilà, pour essayer qu'il soit le meilleur possible et que ça marche. de sorcier. Hem, on va parler justement, je vais un peu changer de programme, parler de santé physique des joueurs. On va parler aussi un peu de santé mentale des Ouais, joueurs. Hem ce que je disais, à Thibaut en préparation de cet épisode, on a fait, quelque chose comme 115 épisodes, peut-être une bonne, quarantaine avec des joueurs. Sur ceux avec les joueurs, j'en ai avoir entre une bonne quinzaine qui, en fin d'épisode, quand ils commencent à se livrer, m'ont parlé de troubles mentaux, de dépression, de troubles anxieux, de tentatives de suicide aussi, des choses lourdes, pardon, hem et on se rend compte qu'en fait, la proportion de joueurs qui vivent ça et qui n'en parlent pas est assez énorme. Donc je voulais évoquer ce sujet-là, savoir un petit peu ce que vous faites à la ligue, pour ces sujets-là. ouais, alors important d'en parler, en effet, nous, entre nous, mais surtout pour les joueurs qui vivent ça, enfin joueurs et d'ailleurs c'est pas que les joueurs, parce qu'il est bien évident que on est dans des métiers à stress, dans des métiers physiques et joueurs, je peux mettre le staff aussi, parfois des salariés, évidemment les joueurs en premier lieu, c'est une évidence. Donc comment on essaye d'accompagner? Pas de formule magique bien sûr, mais comme sur la santé, on doit faire le maximum pour essayer de prévenir ça ou d'accompagner quand le mal est là, parce qu'il est bien évident que le rugby n'est pas à l'abri des maux de la société. Ce sondage-là, nous, on s'occupe du rugby, mais malheureusement, dans la société, si tu interroges 100 personnes, j'imagine que tu en auras forcément pas mal qui seront dans le dur aussi, qu'ils aient des stress, des inquiétudes, des soucis familiaux, des soucis financiers. Évidemment que ça existe dans le rugby comme ailleurs. Il y a un appui qui est fait au sein des clubs et puis d'une manière générale dans la ligue, on essaye d'accompagner au mieux, notamment en partenariat avec une association qui s'appelle Néo Héros, dont le président est Raphaël Poulain, ancien ailier du Stade Français, qui lui a vécu et en parle avec Très bien d'ailleurs. beaucoup, voilà, très bien et avec beaucoup d'émotion et de sincérité et de pédagogie. Justement, le fait qu'il témoigne de ce que lui a vécu, je pense que c'est sans doute le fait que ce soit un ancien joueur qui aille parler à des joueurs actuels, peut aider à dire voilà ce que j'ai vécu et c'est formidable de le faire et de le faire sans pudeur parce qu'on est évidemment dans un environnement où dans le rugby comme dans beaucoup d'autres secteurs mais dans le rugby en particulier C'est on veut paraître exacerbé, fort. la performance. Exactement, et on n'a pas forcément envie de parler de ses faiblesses, c'est très français d'une manière générale aussi, sans parler de la dépression, mais parfois la prépa mentale, je me souviens de beaucoup de joueurs qui m'ont dit: «Mais je suis pas malade», je dis: «Mais tu fais de la prépa physique même quand t'es pas blessé, donc fais de la prépa mentale même quand ça va bien», quoi. En gros, Ouais. c'est important d'avoir ça. Là, on est dans un autre cas, quand il y a un souci sur la santé mentale, il faut donc Raphaël Poulain structure ça, avec un psychologue, va à l'initiative de la Ligue à la rencontre des clubs. Et cette année, c'est pas seulement Raphaël qui le fait, il y a Rodrigo Carpo Ortega qui vient parler de ça, Jean-Marc Doussin, qui ont chacun vécu des combats
exactement, intérieur et à mener et justement et tous sont d'accord sur le fait que la première chose à faire, c'est d'en parler, de pas rester seul, dans ce combat, que ce soit contre une addiction, contre une dépression, contre, des pensées suicidaires, quoi qu'il en soit. Évidemment que ça passe par commencer par ça. Donc c'est des ateliers à la fois de sensibilisation, d'écoute et puis après ces ateliers, bah, il y a un dispositif qui est mis avec les médecins de club, avec des psychologues et une ligne, téléphonique qui est dédiée pour accompagner ceux qui le veulent de manière évidemment anonyme. On n'est évidemment pas au courant, ni moi en tant que président de la ligue, ni les présidents de club de qui appelle et de qui fait ça. Donc ces ateliers sont pour tous et cette ligne dédiée, cet accompagnement, dédié pour ceux qui le veulent et ceux qui en ont besoin. C'est bien ça. Mmh. Voilà. Après, ça suffit évidemment pas. Enfin, très souvent, on va avoir besoin de l'aide de ses proches, de ses coéquipiers, de ses amis, de Bien qui sûr. on voudra. Et ça, Mais au moins ouvrir la parole, je pense que ça c'est exactement voilà. Et je pense que des joueurs et des grands joueurs en l'occurrence qui ont beaucoup gagné, qui ont joué au niveau international, qui ont gagné des titres, viennent raconter bah, que eux aussi sont pas insubmersibles et sont passés par ces difficultés-là. Bah, espérons que ça puisse inciter chacun à se prendre en main et à venir sonner quand il y en a besoin. pas mal. On a toujours tendance à dire au rugby, quand, ça performe pas et que c'est compliqué, à se dire: «Allez, on ferme les volets, on se met entre nous et on se dit les choses». Bah, disons-nous des choses jusqu'au bout. Exactement. Disons-nous les choses Ou pas que disons-le à qui veut les entendre et à qui on veut, quoi. En gros, c'est pas exact. forcément d'en parler en groupe devant tous ses coéquipiers. Il y a des choses qui sont très personnelles et bien sûr qu'il faut essayer d'accompagner ça. Très vrai. Vraiment qui bosse en Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande a le taux de suicide le plus élevé chez les jeunes de moins de 30 ans au monde. Ah ouais? Au monde, Ah, c'est complètement dingue. Avec des gros sujets sur la détresse, psychologique et suite à ça, la fédé néo-zélandaise a mis en place un psychologue obligatoire dans chaque, franchise de Super Rugby, mais aussi chaque province, parlait du NPC, ouais. a son psychologue attitré avec un rendez-vous obligatoire. Je crois que je sais plus si c'était toutes les 6 semaines ou toutes les 8 semaines. Rendez-vous obligatoire avec le joueur entre le joueur et le psychologue du club. Mais je trouvais ça pas mal. Bah, c'est un petit peu forcé, donc Espérons que ça aide. Là, il y c'est a pas un top. bilan qui doit être fait aussi dans chacun des Ouais, clubs c'est et ça. puis après au médecin Mmh. ou à celui qui reçoit cette parole d'essayer de mettre en place, ce qu'il C'est faut. ça. Mais la Ligue aide avec cette ligne dédiée, Ouais, je avec ses intéressant ateliers et espérons et que ça de puisse en aider ouais, c'est certains. ça, exactement. Je pense que ça le fait parce que parler même quand ça va encore bien, c'est aussi des fois pas mal. Exactement. On arrive sur la fin de cet épisode, je voulais juste faire un petit écho aux valeurs du rugby qu'on a tendance un peu à rabâcher et à dire et cetera. J et en même temps, c'est vrai, on parlait avant, il y a plus de bons mecs que Ouais, de c'est vrai. Mmh. que de mauvais, Pourvu que ça dure, dans l'entourage et certains. ça, c'est ouais, c'est une réalité. Mais à un moment donné, on voit aussi des comportements de plus en plus parce que le rugby, en effet, se développe, commence à toucher beaucoup plus de monde et quand tu touches plus de monde, bah, tu touches aussi des gens, qui abusent de certaines choses. Il y a aussi les joueurs, là où je trouve quand même c'est devenu une norme maintenant de plus en plus de contester un peu les décisions de l'arbitre, de râler un petit peu. C'est pas grand chose, mais c'est un petit peu quand même, alors qu'avant c'était beaucoup moins. Hem Enfin voilà, comment on trouve en tant que président de la ligue, même avec des débordements, qu'on a pu voir à l'USAP, l'année dernière, petit cas de racisme en plus à la section. C'est juste pour les citer, mais comment on fait pour garder ces valeurs-là? Et ça doit être des phares et puis en même temps, la réalité Ouais, de la alors tu l'as dit, et les valeurs du rugby, c'est pas seulement des mots, c'est une réalité. Enfin, à commencer par la solidarité ou la cohésion. Chez nous, c'est une nécessité, c'est pas seulement une valeur. Un talonneur qui aura pas ses piliers pour rentrer en mêlée, il y a un danger qui est physique. Et Dieu merci, ces valeurs, elles existent sereinement. On l'a beaucoup vu dans le Covid. À l'époque, j'étais à Lyon, où bah, il était évident que les partenaires, les supporters, les joueurs ont contribué, ont aidé, et notamment par en avoir discuté avec des présidents d'autres clubs. On dit: «Bah, nous, ça a pété très vite, personne nous a aidés. Nous, tout le monde a contribué». Donc ça, c'est une réalité et c'est un bonheur et pourvu que ça dure. J'ai quelques exemples en tête. Enfin, typiquement, une demi-finale du rugby en 2018 qui était, non, la finale en 2022, la finale de Challenge Cup au Vélodrome, un bar en face que le Loup gagne contre Toulon. À l'époque, je pouvais dire on. Effectivement, maintenant, je travaille sur moi pour dire le Loup, pour pas dire nous. Le tenancier du bar juste en face me dit quand c'est du foot, je dois me barricader derrière des panneaux en bois. Là, c'est le plus beau chiffre d'affaires de ma vie.
quoi, en gros, avec, et ça, c'est génial et qu'on vive ça dans tous les stades. Il faut que ça reste ça. Très important, mais tu l'as dit, on n'est pas à l'abri des maux de la société. On le disait, c'est vrai pour les joueurs, pour les addictions, pour les soucis. C'est vrai aussi pour les supporters. Donc, bien sûr qu'il faut entretenir ça. Et on a, tu l'as dit, il y a eu des débordements, que ce soit par des joueurs ou par des supporters. Tu citais l'exemple de Perpignan, c'est récent, donc là, je trouve qu'il faut être absolument intransigeant. Mais donc, en l'occurrence, il y a une commission de discipline qui est indépendante et qui fait ses diligences de manière indépendante de la Ligue, mais qui a sanctionné assez durement le club, alors que c'est parfois un peu injuste pour le club, parce que le club avait, je pense, très bien réagi, pris les bonnes décisions, porté plainte, mis les dispositions qu'il fallait pour que ça fasse, mais on n'est pas à l'abri et on est obligé de sévir pour montrer que c'est absolument intolérable. C'est pareil sur un terrain, on est le seul sport, il faut absolument que ça dure, qu'on touche pas l'arbitre, on lui parle pas. Enfin, je me souviens de l'épisode Silvertian avec qui on s'était recroisé, on en avait parlé, qui pour avoir touché un arbitre ou l'avoir insulté avait pris 18 mois de suspension, je crois, sur des choses qu'on a l'impression de voir tous les week-ends dans d'autres sports. Et ça, il faut être là-dessus. Il faut qu'on reste absolument intransigeant, et le seul sport où un arbitre d'1,65 m peut dire à un deuxième ligne de 2,05 m, non monsieur, vous n'avez pas fait ça. Si le costaud l'ouvre, il va prendre 10 mètres de plus. Il faut que ça reste. Ça ne veut pas dire que l'arbitre est infaillible, bien sûr qu'il se trompe, mais on le respecte et puis on en débriefe et on essaye de progresser. Donc ça, il faut le rester. Et ça, c'est un combat qui est collectif. Je me souviens d'une fois au Matmut Stadium de Gerland, on jouait contre Paris. Il y a des Paris qui sortent d'un truc pour une première fois. Visiblement, c'était des supporters dont on n'avait pas l'habitude qui étaient là. L'ensemble du stade se met à les siffler. Et ça, c'est hyper important, que dès le deuxième, avant qu'on entende la fin de ce qu'il voulait dire, qu'il laissait aucun doute sur ce qui allait suivre, que ça siffle, et pour que ceux qui sont déjà là, qui sont les garants de cet esprit rugby, en gros, et Dieu sait s'il y a quelques millions de personnes qui le sont, quoi, en gros, mais qu'on soit joueurs, dirigeants, entraîneurs, supporters, bénévoles, on est ça, et c'est un peu d'éducation. Et je me réjouis de voir que l'énorme majorité des gens qui viennent dans un stade, et ceux qui viennent qui en ont pas l'habitude, sont justement emportés par ce bon esprit. On le voit sur les demi-finales, sur les finales, sur l'énorme majorité de tous les matchs. Il faut bien sûr que ça dure, et il faut absolument bannir les mauvais comportements, parce qu'on veut tous autant qu'on est que le rugby reste le rugby, et ça implique l'esprit et les valeurs qui vont autour. Cool. J'adore cette vision de dire on est tous garants, on est tous responsables de ça, on aime notre rugby parce qu'il Exactement. est comme ça. Et c'est un boulot parce qu'on n'est pas à l'abri, quoi, en gros. Donc, Exactement. Mais quand il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi en tribune, on peut aussi dire aussi que tu fais n'importe quoi, et c'est oui. pas forcément la faute du dirigeant. Exactement. Mais c'est vrai, donc oui, il faut Espèce tous d'engagement qu'on aide, commun. parce que le combat, il est évidemment collectif. Trop bien. Je crois que vous faites pour le Boxing Day, quelque chose avec France Handicap, c'est ça? Exactement, APF France Handicap, l'association des paralysés de France, parce que le rugby a un impact sur son monde. À notre petite échelle, je pense que le rugby est bon pour la société. On le voit très régulièrement. Les clubs font énormément de boulot, on va dire RSE, mais d'une manière générale pour leur environnement au sens large, l'environnement, que ce soit au sens nature, au sens inclusion. En l'occurrence, les thèmes de cette année, ça va beaucoup être le vivre ensemble et l'inclusion. Là, sur le prochain Boxing Day, en l'occurrence, pour que les personnes en situation de handicap aient un accès favorisé, enfin facilité dans les stades. Il y a du boulot, mais justement, il y a un guide qui a été fait la saison dernière. Et le fait de mettre en avant ces actions, on espère que ça permettra, comme on l'a fait beaucoup pour les Restos du Cœur ces 4 dernières années, il y aura évidemment des maillots qui seront faits dédiés là-dessus, qui seront mis aux enchères, un appel aux dons qui sera fait pour cette association APF France Handicap. Donc espérons que ça permettra de rappeler que tout le monde, quelle que soit sa situation, a sa place dans un stade de rugby, et notamment, y compris sur un terrain de rugby, avec un encouragement pour les clubs, pro comme amateurs, à faire du rugby adapté, pour que même en situation de handicap, on puisse profiter de ce sport, que ce soit sur le terrain ou autour. Ouais, je me rappelle même d'Arnaud qui nous avait dit que pour la demi-finale de Lyon, il y avait eu une espèce de pièce insonorisée complètement pour des gens en situation de handicap qui ne pouvaient pas avoir de la surstimulation. Exactement. Enfin, il y a Des gens en situation de handicap, des gens qui avaient des troubles autistiques, qui parfois peuvent être pris de crise. Donc un environnement qui leur soit adapté pour qu'eux puissent venir au stade et essayer de profiter du match au mieux.
avec des valeurs, ça en fait partie. Exactement, et c'est non seulement ça, c'est sur le Boxing Day, c'est porté par la ligue, mais c'est l'occasion de rappeler que chacun des clubs, a ses propres actions, et il y a un énorme boulot qui est fait, par, quasiment tous les clubs, chacun sur leur secteur. Le développement des parties RSE des clubs, là, sur les 2-3 dernières années, c'est assez exceptionnel. Exactement, et C'est une ça cotation. permet de rappeler que, ouais, le rugby à sa petite échelle peut contribuer à un monde meilleur. C'est des grands mots, mais c'est une réalité, et justement, bah, je pense que s'il y avait plus de gens qui jouent au rugby, qui regardaient le rugby ou qui appliquaient les valeurs du rugby, bah, sans doute qu'il y aurait quelques méfaits en moins. Donc essayons d'œuvrer là-dessus et de faire rentrer, le rugby dans les mœurs, dans les écoles et dans les cités. On arrive sur la conclusion de ce podcast. Yann, à quoi ressemblera le rugby professionnel en 2030? Pas facile, mais on espère que ça sera toujours ce jeu merveilleux qui enthousiasme, les joueurs, les foules, et qui, bah, permet un partage d'émotions que seul le rugby peut nous offrir. Complètement. Hem, il y a ça là-bas, c'est le nom de votre épopée, il y a d'un an, vous avez fait, je sais plus combien de sommets. Il y a longtemps, ouais. Hem, je trouve que ce qui dégageait de ça, c'est une certaine émotion aussi de tout ça et de sensibilité, de sens donné aux choses. Comment on fait entre, en tant que là, je parle pas au président de la ligue, je parle en tant que personne, juste au milieu entre le business, les prérogatives inhérentes au poste de président et garder ce cap et cette espèce de Ouais, je sais pas, je de veux pas donner de leçons, mais moi je pense, enfin, j'ai conscience d'être très chanceux, quoi, en gros, d'avoir beaucoup de gratitude pour ce qui m'est arrivé. Évidemment, j'ai eu des malheurs comme tout le monde, mais j'ai eu la chance de voir beaucoup de choses, de croiser des gens assez extra. Effectivement, d'avoir des expériences, si on parle de la montagne, je trouve que c'est un bon appel à la fois à l'humilité parce qu'on est peu de choses face à la nature, et à la sérénité, enfin, parce que, enfin, si on rate un détail ou qu'on panique, bah, la sanction, elle est fatale. Donc à voir ce qui est là, quels sont les vrais enjeux, les vraies priorités, là-dessus. Donc ouais, j'ai eu la chance de pouvoir souvent faire des choix qui soient des choix de vie qui permettent, de choisir ce qu'on aime, quoi, en gros. Pas toujours le plus rémunérateur, on parlait tout à l'heure là-dessus, D'accord. mais en tout cas, on espère que c'est le plus épanouissant. C'est en tout cas les choix qu'on fait, quoi, en gros. Complètement. Mmh. Si c'est ça, pardon, qui dicte notre chemin, en général, le chemin est plutôt beau. J'ai une question traditionnelle pour conclure l'épisode. Un futur invité sur le podcast, que tu aimerais bien, écouter dans tes oreilles ou qui a un parcours sympa ou qui serait intéressant, surtout ton parcours quand même lié au rugby, de manière large, je suis D'accord. ouverte. Lié au rugby, j'en vois 2 alors, je mettrais Thomas Castagnède, qui s'implique à la Ligue avec moi, qui est notre vice-président en charge de l'international, un poste que j'ai connu, une fonction que j'ai connue Tiens, cadeau. là-dessus, mais qui évidemment, enfin, est le merveilleux joueur qu'on a tous connu et qui est, bah, enfin, l'homme, mérite vraiment d'être connu au-delà du joueur, et du professionnel, quoi, en gros, donc ça peut être intéressant. Et puis on me pose souvent la question, la personne la plus impressionnante que j'ai eu la chance de rencontrer dans le rugby, il y a évidemment plein de joueurs qui m'ont fait rêver et c'est des rencontres extra. Et je mettrais Kylian Jornet, que j'avais fait venir une fois au Loup. Il se trouve qu'on avait le même partenaire quand moi je faisais à l'époque, il y est plus. Et puis moi, ça fait bien longtemps que je suis plus sponsorisé dans ce que je fais en ce moment là-dessus. Mais Tu montes, 2 étages, hein, il pour était arriver au bureau. il était venu, au Loup Rugby, et j'avais regretté de ne pas l'avoir mis, en obligatoire, mais les membres du staff qui étaient là posaient tous des questions en disant: «Bah, qu'est-ce que tu fais toi?» Lui, en gros: «Et c'est quoi ton staff?» Je lui disais: «Bah, moi, j'aime bien faire les choses, seul». Il dit: «Mais t'as pas un coach, un prépa physique?» Il dit: «Non, moi, je fais seul, je note ce que je fais». Enfin, il dit: «En diététique, tu fais quoi?» Il dit: «Non, je fais plutôt seul». Il dit: «Mais c'est quoi ton secret?» Il disait: «Bah, en gros, il y a 2 choses auxquelles je fais attention. J'essaye de me coucher tôt, enfin, à des heures régulières, et je bois au moins 1,5 litre d'eau par jour». Le mec, il se couche tôt, il boit de l'eau, et c'est sans doute le le plus C'est grand pas athlète. compliqué. Donc quand on se disait, ça rappelle, bah, l'humilité Bien sûr, et les priorités, bien sûr. bah, ouais, voilà, et c'était une époque où évidemment on me disait que j'étais criminel de n'avoir que 3 prépas physiques et pas 4, un diététicien qu'à mi-temps là-dessus. Bah, ça avait fait beaucoup de bien de relativiser et de voir qu'avec beaucoup de bon sens, on peut faire des choses Complètement, extraordinaires, quoi. complètement. C'est ça. Et en plus, je crois qu'il aime bien le rugby, Kylian,
Bah ouais, on l'avait fait porter par des deuxièmes lignes, donc je l'ai vu sauter en touche à plus de 2,50 m. Ça peut être Il passionnant était aussi. plus facile à porter que d'autres. Ça peut être passionnant sur un format long, Kylian, ça peut être ultra intéressant, un état d'esprit, Bah, j'écouterai. Si c'est Thomas aussi, mais si c'est qui que ce soit, voilà, j'écouterai avec attention, évidemment. super. Merci beaucoup de ces recommandations et merci pour tout cet épisode-là. Ça fait, je pense, 2 bonnes heures qu'on discute. Mais ceux qui écoutent ce podcast ont l'habitude des formats longs. Ah bon? D'accord. Du coup, on a Pardon parlé si on vous a saoulé, qu'on a été trop long. quand les gens ils sont restés, quand on a parlé 1 h 30 de Bélé avec Rabat Slimani, je pense qu'ils sont Très prêts bien, à donc c'est des spécialistes. On va essayer d'être Mais voilà, merci beaucoup, Yann, vraiment, de nous avoir voilà. reçus ici avec tes équipes. Je remercie aussi tes équipes, dont Thibaut, avec qui on a bien préparé cet épisode. On a été bien reçus, transparence totale. Il y aura aucun montage à faire en post-prod sur cet épisode. Enfin, c'est, je me suis régalé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris des choses et au moins rendu des choses très concrètes dans l'application, dans les choses à faire, dans l'émission. Donc, merci pour tout ça, Yann. Eh ben, le plaisir a été partagé. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous aimez le travail réalisé et que vous voulez nous soutenir dans notre aventure, ça se passe sur le Tipeee Rugby Physio. On est un média indépendant, donc on a besoin de soutien. Le lien est dans la description. On tient aussi à remercier notre partenaire annuel SportEasy, l'application des clubs qui grandissent. 12 000 clubs gagnent déjà du temps en l'utilisant et c'est pas un hasard. Rendez-vous sur sporteasy.net ou sur l'application en venant de la part de Rugby Physio pour entamer la prochaine saison sur de bonnes bases. En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux de Rugby Physio. C'était depuis le début. À très vite.